Kurt n'est pas le protagoniste inutile typique. Il est bien pire que cela, du moins jusqu'à ce qu'il découvre qu'il possède d'incroyables compétences cachées. L'histoire commence dans une petite ville lointaine où un monstre loup de rang S a attaqué. Et les villageois ont dépensé toutes leurs économies pour former un groupe d'aventuriers afin de sauver leurs vies inutiles. Le groupe s'appelle le Flaming Dragonfang et se compose de 3 courageux aventuriers. Et, vous l'aurez deviné, du perdant Kurt, qui n'a rien à faire là. Le monstre, bien sûr, s'attaque d'abord aux faibles et écarte Kurt du champ de bataille. N'ayant plus rien à se reprocher, les héros s'attaquent rapidement à la menace et soumettent la bête. 3 héros compétents sont Bandana, le ranger, Golnova, le guerrier ardent et Marleyfist, le soigneur. Juste après cet événement, l'équipe devient connue comme les héros qui ont arrêté une calamité. Mais qu'est-ce qu'un perdant impuissant fait dans une équipe de héros? Vous vous demandez peut-être. Eh bien, Kurt s'occupe de la tâche la plus difficile de toutes. Il s'occupe des tâches ménagères des héros pendant qu'ils partent sauver le monde. En gros, c'est une femme au foyer. Par exemple, lorsque les héros ne sont pas satisfaits de la nourriture, ils demandent à Kurt de leur préparer un meilleur repas. Cependant, cette fois-ci, Bandana mentionne que c'est la dernière fois qu'ils auront la cuisine de Kurt, car leur chef, Golnova, a décidé de virer son cul inutile du parti. Apparemment, il ne suffit pas d'avoir des talents de cuisinier pour faire partie d'un groupe réputé comme le leur, et Kurt est tellement incompétent qu'il ne peut même pas vaincre un slime tout seul. Les héros ont aussi d'autres raisons. Ils veulent devenir plus forts, et pour cela, ils doivent recruter un mage, car ils n'en ont pas dans leur groupe. Mais comme les lois de ce monde les empêchent d'avoir plus de 4 membres dans leur groupe, ils n'ont pas d'autre choix que de laisser partir Kurt. Kurt supplie Golnova de revenir sur sa décision, mais il reçoit un coup de pied dans le ventre. Aucun des héros n'a de pitié pour lui. Au contraire, ils se moquent de lui. C'est ainsi que Kurt est officiellement au chômage. Comme la plupart d'entre vous qui commentez, Bro est tombé. Et d'abord sur mes vidéos. Quoi qu'il en soit, n'ayant nulle part où aller, Kurt retourne en ville à la recherche d'un emploi et se rend dans un endroit appelé Hello Hello Workstation. Là, il est accueilli par une réceptionniste excentrique qui recueille ses informations personnelles, puis lui fait passer un test d'aptitude pour déterminer sa force et ses talents cachés. En général, le classement va de SS à D, mais lorsque les résultats de Kurt arrivent, il révèle qu'il a obtenu la note G à tous les tests qu'il a passés, ce qui signifie qu'il n'a absolument aucune compétence en matière de combat. C'est plus qu'embarrassant, mais la réceptionniste dit à Kurt de ne pas s'inquiéter. Elle est certaine qu'il existe des métiers que même un loser comme lui est capable d'exercer. De plus, il existe d'autres tests d'aptitude que Kurt peut passer, comme la forge ou l'alchimie, et elle l'encourage donc à les essayer au lieu d'abandonner. Malheureusement, les techniciens nécessaires à ces tests sont actuellement en pause et Kurt devra donc attendre la semaine prochaine pour les passer. Sachant que le jeune a besoin d'argent, la réceptionniste décide de lui confier un travail de construction et l'envoie dans la ville voisine comme ouvrier pour aider à réparer les murs d'enceinte de la ville. Kurt part immédiatement à la rencontre d'un recruteur, qui est très déçu que le poste de travail lui ait envoyé un enfant aussi mal nourri. Mais comme son équipe est à court de personnel, il ne se plaint pas trop et confie à Kurt la tâche de faire du ciment sur le sol et de réparer les murs avec ce ciment. Kurt décide de consacrer son mana à la consolidation du ciment, bien que le recruteur n'ait rien mentionné à ce sujet, et se met au travail. Le recruteur revient 3 heures plus tard et est absolument stupéfait d'apprendre que Kurt a réparé tout seul un tiers du mur ouest. Kurt n'avait aucun équipement, ce qui amène le recruteur à se demander comment ce gamin a fait. Kurt explique le processus, mais le recruteur n'y comprend toujours rien. Quoi qu'il en soit, comme Kurt est plutôt doué, le recruteur décide de l'engager définitivement et lui donne une bonne somme d'argent en guise de paiement, en disant qu'il a reçu une prime pour sa performance. Cela encourage Kurt à donner le meilleur de lui-même. Au cours des 3 jours suivants, il répare seul les murs ouest et nord, mais le recruteur, au lieu d'être impressionné, s'irrite et le licencie.
Il explique que les réparations des murs sont destinées à donner du travail à ceux qui ont des difficultés financières et que si Kurt continue à travailler ici, il n'y aura plus d'emploi pour eux. Le recruteur estime que Kurt a des compétences de travail de rang SS. Il lui conseille donc de trouver du travail dans la capitale et le renvoie avec le paiement de la journée. Kurt ne comprend pas si le commentaire du recruteur était sincère ou s'il s'agissait d'une simple flatterie. Il se rend donc au poste de travail et demande conseil à la réceptionniste. Les techniciens n'étant pas encore arrivés, il devra attendre encore quelques jours avant de passer son test d'aptitude. Mais une opportunité d'emploi se présente sous la forme d'une femme nommée Yulichia, qui a désespérément besoin d'un mineur. « Attends, c'est toi, Drake. » Blague à part, Kurt approche Yulichia en affirmant qu'il a déjà travaillé dans les mines par le passé. Yulichia ne veut pas embaucher un enfant maigre et sans défense, mais en même temps, elle n'a pas assez d'argent pour embaucher un nain costaud. Seize Option étant limitée, elle décide d'engager Kurt. Alors que Kurt part avec Yulichia, la réceptionniste apprend que Kurt a été payé 200 pièces d'or par le recruteur de la construction et se demande comment cela est possible. Perdant l'équilibre, elle trébuche sur un tas de sacs de sable servant à mesurer la quantité de mana d'une personne. Son associé lui explique que plus une personne possède de mana, plus ces sacs sont lourds. Mais le problème est que personne n'a jamais été capable de les activer. Alors, elle les considère comme inutiles et demande à la réceptionniste de les déplacer à l'extérieur. Alors que la réceptionniste essaie de prendre l'un des sacs, elle remarque qu'il est devenu plus lourd. Se souvenant que Kurt en avait soulevé un plus tôt, elle réalise qu'il possède une bonne quantité de mana, peut-être même trop. Pendant ce temps, Kurt et son employeur, Yulichia, voyagent dans les montagnes. Au coucher du soleil, Yulichia emmène Kurt à son campement. Comme il n'y a qu'une seule tente, elle demande à Kurt de la partager avec elle pour la nuit, mais Kurt refuse, disant qu'il ne se sentira pas à l'aise s'il reste trop longtemps avec une jolie femme comme elle. Il mentionne même subtilement qu'il n'a jamais vu quelqu'un d'aussi beau qu'elle, même après avoir voyagé à travers le monde, ce qui la fait rougir comme une tomate. Elle suppose qu'il essaie simplement de la flatter puisqu'elle ne se considère pas comme mignonne. Changeant de sujet, elle lui donne une pomme de terre bouillie pour le dîner. Kurt est étonnamment heureux, car cela fait longtemps que personne n'a cuisiné pour lui, même s'il ne s'agit que de faire bouillir une pomme de terre. Ils mangent ensemble, et Kurt est d'autant plus heureux d'être traité comme un égal que les membres de son ancien parti n'avaient jamais eu l'habitude de manger avec lui. Il apprécie beaucoup la cuisine de Yulichia et lui fait plusieurs compliments. Je suppose que cela a quelque chose à voir avec ce qui se passera quelques instants plus tard à l'intérieur de la tente. Plus tard dans la nuit, Kurt essaie toutes les méthodes connues de l'humanité pour dormir, mais ne parvient pas à fermer l'œil. Il se demande si Yulichia est également réveillée et se retourne pour découvrir qu'elle dort profondément et que son trésor est grand ouvert. Kurt est choqué par ce spectacle et manque de crier avant de se reprendre. Il se lève rapidement avant que la situation ne devienne incontrôlable et se demande si Yulichia n'est pas trop naïve pour faire confiance à un étranger. Alors qu'il sort, Yulichia ouvre les yeux, ce qui signifie qu'elle était éveillée depuis le début. Elle nous révèle alors qu'elle a fait exprès de ne pas mettre de vêtements pour vérifier si Kurt était le genre d'homme qui essaierait de profiter d'elle. Maintenant qu'elle a déterminé que c'est un bon gars, elle peut passer toute la semaine avec lui sans inquiétude. Elle mentionne également qu'elle le trouve mignon, ce qui lui donne envie de le taquiner à son tour. « Madame, êtes-vous sûre de vouloir engager un mineur avec un O ou vouliez-vous en engager un avec un E ?» Le lendemain matin, Yulichia se réveille, sort de la tente et trouve Kurt encore endormi, réalisant qu'il est resté dehors dans la nature toute la nuit. Elle remarque que son peignoir est posé à côté, avec un bouton cassé qui a été réparé, ce qui l'amène à se demander si elle n'a pas embauché la mauvaise personne pour ce travail, parce qu'il a l'air d'être beaucoup trop poupon pour travailler comme mineur. Quoi qu'il en soit, elle le réveille et lui dit de se préparer car ils vont à nouveau s'aventurer dans les montagnes. Elle lui dit aussi qu'ils doivent extraire suffisamment d'or pour en gagner au moins 10 avant la fin de la semaine.
Kurt lui demande si elle a décidé de l'endroit où ils vont creuser, ce à quoi elle répond que non, mais qu'elle préférerait un endroit proche de leur campement. Kurt ne pense pas que creuser au hasard soit une bonne idée, car les chances de trouver des minerais rares ou des minerais tout court sont extrêmement faibles. Il semble que Yulichia ait acquis ses connaissances en matière d'exploitation minière en jouant à Minecraft, et qu'elle ne sache pas comment les choses fonctionnent dans le monde réel. Kurt l'éduque donc, et se charge ensuite de trouver un endroit approprié. Après avoir fouillé la région, Kurt trouve une carrière et commence à creuser. Au bout de quelques minutes, il découvre un rocher qui, selon lui, contient des minerais. Il la brise en utilisant le côté opposé d'un marteau, révélant plusieurs cristaux de pierres précieuses à l'intérieur. Chacun de ces cristaux peut facilement se vendre pour environ 3 or, et comme il y en a déjà plus de fours ici, cela signifie que Yulichia a déjà atteint son objectif de 10 or pour la semaine. Mais il ne faut jamais refuser la fortune lorsqu'elle frappe. Yulichia dit donc à Kurt de continuer à creuser. Quelques heures seulement s'écoulent avant que Kurt n'extrait toutes les pierres précieuses de la carrière. Yulichia suggère de toutes les vendre, mais Kurt n'est pas d'accord et lui dit que ces pierres sont beaucoup plus petites que les premiers cristaux qu'il a extraits. Il pense qu'il serait préférable de transformer les plus petits en cristaux magiques. D'après ce que Yulichia sait, il y a moins de 10 artisans magiques dans tout le royaume capables de fabriquer des cristaux magiques, et même le plus petit prend plus d'1 heure. Mais Kurt y parvient instantanément, ce qui laisse Yulichia bouche bée. Il le fait remarquer à Kurt, mais ne le soupçonne pas d'avoir un talent particulier. Il suppose que les artisans magiques utilisent une technique divine pour fabriquer les cristaux magiques. Yulichia se rend compte qu'ils ne sont pas du tout sur la même longueur d'onde, mais elle ne prend pas la peine d'éduquer cet imbécile patenté et le laisse travailler tranquillement jusqu'à la fin de la journée. Le soir, Yulichia décide de retourner à la ville pour échanger les matériaux collectés par Kurt. Alors que Kurt propose de rester au campement pour s'occuper des tâches ménagères, plus tard, en ville, Yulichia est interrogée par les chevaliers parce qu'elle n'a pas de documents vérifiés prouvant où elle a obtenu les cristaux magiques, ce qui la rend suspecte. Ne voulant pas dénoncer Kurt, Yulichia joue sa carte cachée en montrant un emblème aux chevaliers, révélant qu'elle est une aventurière servant directement sous la famille royale, alors qu'en réalité, elle servait sous leurs ordres autrefois. Quoi qu'il en soit, elle utilise ce privilège pour convaincre le chevalier de la laisser utiliser un portail de téléportation, car elle souhaite se rendre d'urgence à la capitale royale. À son arrivée, Yulichia se rend dans une boutique pour vendre les cristaux magiques et apprend du commerçant que ceux-ci contiennent 10 fois la quantité habituelle de mana, ce qui les rend chacun d'une valeur de 10 pièces d'or. Au total, Yulichia gagne 500 pièces d'or en les vendant tous. Avant qu'elle ne parte, le commerçant lui conseille de ne pas vendre ses cristaux ailleurs, car d'autres pourraient la tromper. Elle s'enquiert également de l'artisan qui les a fabriqués, estimant qu'une personne avec un tel niveau de compétence devrait travailler directement pour le royaume. Mais Yulichia, refusant de révéler l'identité de Kurt sans sa permission, refuse de répondre. Le commerçant ne cède pas et lui ordonne, en tant que mage de la cour royale, de révéler qui est l'artisan. Mais Yulichia refuse toujours, alors le commerçant lui fait une dernière proposition. Ils veulent faire de Kurt un directeur et un comte honoraire pour le royaume, complètement abasourdi. Yulichia se précipite à l'atelier, frappant le comptoir de 16 mains et exigeant des réponses de la réceptionniste. « C'est qui ce type, bon sang ?» Abusant de son autorité, Yulichia extrait les informations passées de Kurt auprès de la réceptionniste et n'en croit pas ses yeux en voyant qu'il a obtenu un rang G à son test d'aptitude. Quoi qu'il en soit, elle remet les 500 pièces d'or à la réceptionniste, lui ordonnant de les déposer sur le compte de Kurt. Avant de partir, elle lui interdit également de révéler la moindre information concernant Kurt à qui que ce soit. Yulichia retourne ensuite au campement pour découvrir que Kurt a, d'une manière ou d'une autre, transformé tout l'endroit en une ferme en moins d'une journée. Sérieusement, c'est qui ce type? L'instant d'après, nous voyons le groupe des crocs de dragons enflammés lutter contre une créature gigantesque. Golnova demande à être soignée après avoir été blessée au combat, mais Marlifus ne peut tout simplement pas le faire. Alors qu'il bloque les attaques de l'arbre maléfique,
Le chef demande si le nouveau venu ne peut pas utiliser la magie du feu, mais le garçon se plaint que Golnova lui-même a dit qu'il en était capable. Entendant la dispute depuis l'extérieur, Bandana se dit que ce groupe est fini. Par la suite, Kurt est choqué d'apprendre qu'ils veulent qu'il devienne le directeur du laboratoire royal de technologie magique, ce qui signifie qu'il recevra un traitement noble. Yulichia explique que la personne à qui elle a demandé d'évaluer les cristaux magiques est un mage de la cour royale. Kurt reconnaît qu'il s'agit d'une excellente offre, mais il finit par la décliner. Intérieurement, il se dit qu'il ne se voit pas dans un rôle qui le place au-dessus des autres, en plus de se sentir mal pour les crocs de dragon enflammés. À l'extérieur, il fait valoir à son ami que son rôle principal est de travailler là, puis lui demande si la vente des cristaux a suffi à couvrir les taxes. Elle répond qu'elle les a vendus très cher, mais que ce n'est pas elle qui les a créés. En fait, elle a pris un peu d'or en guise de frais de dossier et a déposé le reste sur le compte de Kurt. Il pense que ce n'était pas nécessaire, mais Yulichia insiste, car elle se sentirait trop coupable d'accepter une telle somme. Quoi qu'il en soit, la femme envisage de poursuivre l'exploitation de la mine et compte sur le jeune homme pour la soutenir dans cette entreprise. Kurt est immédiatement enthousiaste, d'autant plus qu'il a trouvé hier ce qui semble être une veine minérale prometteuse. Cependant, la patronne s'inquiète du nombre d'heures de repos du jeune homme, qui l'informe qu'il a dormi 6 heures. À son grand étonnement, puisqu'il a construit une maison tout seul et qu'il a dormi si peu, Kurt pense qu'elle est contrariée parce qu'il a trop dormi, étant donné qu'il ne dormait que 4 heures par jour avec les crocs de dragon enflammés. Il lui promet donc de rattraper son excès de sommeil. Après leur conversation, Kurt emmène la femme dans une région qu'il estime propice à l'exploitation minière. Yulichia avoue qu'elle ne voit rien de spécial, alors il lui explique que, vu la topographie de la montagne, il doit y avoir un gisement de minéraux en dessous, mais que Yulichia ne doit pas creuser à plus de 50 mètres de profondeur. Comme elle pensait qu'ils allaient creuser ensemble, l'employé explique qu'il a l'intention de creuser autour de l'endroit où il a trouvé le gros cristal hier. Quelques heures plus tard, la patronne trouve une topaze de grande valeur et hurle de joie, estimant qu'elle doit valoir environ 3 pièces d'or, d'autant plus que Kurt la transformera en cristal magique gratuitement si elle le demande, ce qui l'aidera à atteindre son objectif. Dans cette optique, elle ressent une étincelle de passion pour le mineur, mais se réprimande rapidement pour repousser ce sentiment. Le sourire aux lèvres, Yulichia suit Kurt, s'imaginant qu'il a déjà construit un tunnel minier entier. En effet, l'enfant a simplement construit une mine entre-temps. Yulichia entre et remarque la luminosité excessive, puis se demande s'ils n'ont pas besoin de lanterne à cause de la mousse qui brille. Quoi qu'il en soit, elle panique en réalisant que le tunnel est immense, d'une manière surréaliste, et qu'il était censé être impossible pour ce gamin de réussir à ouvrir un tunnel aussi grand en si peu de temps. C'est à ce moment-là que le gamin en question arrive et se lamente de n'avoir extrait que des pierres inutiles, ainsi que de petits fragments du minerai qu'il recherche. Yulichia jette un coup d'œil aux pierres inutiles, mais reconnaît qu'elles sont plutôt jolies. Kurt est d'accord, mais comme elles sont nombreuses, ces pierres de mithril n'ont pas beaucoup de valeur. En entendant ce nom, le patron est incrédule, car le mithril est non seulement plus précieux que l'or, mais aussi plus cher que le platine. Curieusement, Kurt mentionne que ce produit est si courant dans son village d'origine que les gens le jettent. Surprise, Yulichia lui demande quel minéral il cherchait, et il répond qu'il s'agit d'orichalque. La femme rappelle qu'il s'agit du légendaire minéral connu sous le nom de métal des dieux, et qu'elle ne savait même pas qu'il existait dans cette montagne. Tenant un échantillon, Kurt mentionne qu'il est possible d'extraire cette chose n'importe où, mais seulement si l'on peut creuser très profondément dans le sol. Ne sachant que penser, la femme demande si ce type a réussi à creuser autant en Aether et s'il est remonté à la surface. Il répond par l'affirmative, comme si c'était la chose la plus simple du monde, et que non seulement il a ouvert le trou, mais qu'il l'a aussi refermé, parce qu'il était trop dangereux de le laisser ouvert. Cela dit, elle observe attentivement les alentours et constate que l'employé a traversé toute la montagne avec son tunnel. Enfin, 2 jours plus tard,
Kurt termine l'extraction et retourne à Samala avec Yulichia, et le tunnel qu'il a ouvert a pu relier cette ville à la ville du seigneur Takon. Yulichia permet donc aux membres de la guilde des marchands de l'utiliser en échange d'une taxe de maintenance, et la femme pourra couvrir les taxes avec cet argent. À un moment donné, alors qu'il marche dans la rue, Kurt est abordé par Bandana, qui lui dit qu'elle ne fait plus partie des crocs de dragons enflammés après que plusieurs choses se soient produites. Elle se souvient qu'un jour, Gulnova a mangé dans un restaurant populaire et qu'il est parti sans payer l'addition parce qu'il trouvait la nourriture épouvantable. Lorsqu'il a rencontré Bandana dans la rue, il a voulu savoir s'il restait de la viande fumée que Kurt avait préparée, mais elle se souvient que le chef d'équipe a tout mangé. Entendant cela, l'homme pointe son épée sur la subordonnée et lui ordonne de ramener le gamin, et qu'il n'y a pas de mal à le blesser un peu s'il refuse de cuisiner. Calmement, Bandana assure qu'elle fera ce qu'elle peut et, grâce à sa rapidité, elle emprunte le cristal de téléportation au chef sans rien demander. En sortant de la ruelle où elle a trouvé Gulnova, elle aperçoit des gardes qui le recherchent à cause des problèmes du restaurant et se dit que Marlifus a eu de la chance d'être appelé par l'église. En fin de compte, elle avait raison. Le groupe a fini par disparaître et Bandana décide de ne rendre visite au chef que lorsqu'elle en a envie. En y réfléchissant, Bandana décide de mettre toute l'affaire de côté et de dire simplement qu'elle a été renvoyée, car elle ne veut pas que sa cible de surveillance soit mêlée à ce désordre non plus. En entendant cela, Kurt regrette de ne pas pouvoir retourner au croc de dragon dès maintenant. Après tout, il admire beaucoup Gulnova et se sent profondément redevable envers lui. Finalement, Bandana mentionne qu'elle connaît quelqu'un d'un atelier qui a besoin d'aide. D'après elle, il n'y a que 15 Atelier Meisters ayant une autorisation officielle dans le pays. Et l'un de CIS, personnages importants, a des problèmes. Il serait utile que Kurt lui donne un coup de main. Surpris et ravi d'être considéré comme utile, le jeune homme accepte avec empressement d'aider. Et la femme lui donne l'adresse, l'incitant à se précipiter vers l'endroit. Laissé seul, Bandana se dit qu'être l'apprenti du grand sage n'est pas une mince affaire. Sur le chemin de la mission, Kurt se souvient que les ateliers connus sous le nom d'Atelier sont des installations qui produisent et vendent principalement des médicaments, des épées magiques, des appareils magiques et d'autres objets similaires. Le chef d'un Atelier officiellement sanctionné est connu sous le nom d'Atelier Meister et est autorisé à développer CS Curiosité et est traité comme un vicomte en termes de statut. Honnêtement, le garçon n'avait aucune idée qu'une telle personne existait dans cette ville. Bientôt, il arrive à l'adresse inscrite sur le papier que Bandana lui a donné. La maison semble tout à fait ordinaire, mais une pancarte indique « Atelier Ophélia ». Lorsqu'il frappe, c'est une très jeune fille, sûrement trop jeune pour être considérée comme un maître, qui ouvre la porte. Devant le visage étonné de l'humain, la jeune fille pense qu'il agit ainsi parce qu'il n'a pas l'habitude de traiter avec des elfes, alors le garçon lui explique que ce n'est pas le CA et lui demande si elle est le maître de l'Atelier. Elle lui répond qu'elle n'est que Michel Lalakada, l'assistante du patron. Kurt dit qu'il est venu aider sur la recommandation de MSL Bandana et l'assistante, ravie d'avoir enfin de l'aide, l'entraîne à l'intérieur. Arrivé sur le lieu du litige, Kurt se pince le nez à cause de l'odeur nauséabonde qui s'en dégage. Il s'avère qu'ils avaient besoin de quelqu'un pour nettoyer la cuisine, et Kurt grimace amèrement en réalisant qu'il ne serait jamais considéré comme utile pour aider directement l'Atelier. Michel est ensuite appelé par le patron, laissant le garçon seul avec le désordre. Sans hésiter, il se frappe la poitrine, enfile un tablier et nettoie tout en 30 minutes. Ne sachant que faire ensuite, il suit le chemin emprunté par Michel et se lance à sa poursuite, jusqu'à ce qu'il frappe à une porte où il reçoit l'autorisation d'entrer. Mais à l'intérieur se trouve une fille portant des vêtements plus petits que ceux qui est appropriés. Confuse, elle lui demande qui il est, et Kurt se présente en sursaut, s'excusant d'entrer dans ces circonstances. Sans s'en préoccuper outre mesure, la dame l'informe que Lady Ophélia est partie au sous-sol. C'est alors que Kurt remarque une marque de malédiction sur le ventre de la jeune fille et demande à la voir de plus près. Avec sa permission,
Il touche la marque et constate qu'elle ne ressent aucune douleur, sans doute parce que la malédiction l'a tellement consumée qu'elle ne la sent presque plus. Au moins, son estomac fonctionne encore, car il grogne de façon inquiétante. Kurt lui propose donc de lui préparer un repas léger. Arrivé dans la cuisine, il se rend compte qu'il a touché le corps d'une femme nue et rougie, ce qui le fait trébucher sur un tabouret au milieu du chemin et tomber face contre terre. Pendant ce temps, Yulichia est en réunion avec son ami du tribunal et veut savoir quelle serait la valeur de l'objet. La jeune fille aux cheveux violets propose 50 000 pièces d'or pour le mithril et l'orichalque, ce qui fait transpirer la femme d'affaires à cause de la somme d'argent mentionnée. Elle demande à Mimiko ce qui se passera s'il découvre l'existence de Kurt, et Mimiko répond sans détour que le garçon pourrait facilement être kidnappé ou même tué. Honnêtement, elle n'a aucune idée de comment un enfant aussi monstrueux a pu rester anonyme aussi longtemps. Yulichia mentionne qu'il a été renvoyé des crocs de dragon enflammés, ce qui rappelle à Mimiko que le chef de ce groupe est recherché par les autorités. Elle veut savoir ce que son ami compte faire du garçon à partir de maintenant, et Yulichia espère le placer au poste d'atelier Meister, car il vaut mieux limiter ses actions que de le faire sortir du lot. D'ailleurs, elle-même souhaitait être engagée comme garde, mais ne sait pas comment le lui faire accepter, car le garçon n'a aucune idée de ses capacités réelles. En parlant du garçon, Kurt préparait tranquillement le repas jusqu'à ce qu'il remarque l'arrivée de Michel accompagnée d'une grande femme, et tous deux sont impressionnés par la propreté de la cuisine. Il lui demande si elle est Lady Ophelia, ce qu'elle confirme. Le garçon s'excuse d'avoir utilisé la cuisine sans permission pour préparer ce porridge, expliquant qu'il y avait une fille dans l'arrière-boutique qui avait faim. Surpris qu'il ait rencontré la jeune fille, le maître lui fait comprendre qu'il ne doit parler d'elle à personne, et Kurt promet de se taire. Ophélie lui verse alors une somme généreuse pour le service d'aujourd'hui et lui demande de revenir demain à la même heure. Lorsque Kurt part, le maître regrette d'avoir permis à cette fille d'entrer en contact avec des étrangers, car elle doit tout faire pour empêcher la malédiction de s'aggraver. Ensuite, Ophélia se rend dans la chambre de ladite fille avec le repas et lui demande de ne pas ouvrir les rideaux comme elle était en train de le faire à ce moment précis, car quelqu'un pourrait la voir. Remarquant que les vêtements de la jeune fille sont trop amples, le maître s'agenouille pour voir comment elle pourrait ajuster le pyjama jusqu'à ce qu'elle entende le ventre de la jeune fille gargouiller bruyamment et éclate de rire. Puis, elle se lève pour vérifier si sa nourriture est empoisonnée, mais la jeune fille pense que ce n'est pas nécessaire, comme si c'était ce garçon qui l'avait préparé. Son intuition lui dit qu'il a bon cœur et ne ferait de mal à personne. Elle se dit qu'elle est déjà détruite à cause de la malédiction et qu'un poison ne serait plus nécessaire pour l'achever à ce stade. D'ailleurs, ne sachant pas qui lui a lancé cette malédiction, la jeune fille avoue avoir passé sa vie à se méfier de tout le monde, mais aujourd'hui, au moins, elle aimerait pouvoir faire confiance à quelqu'un jusqu'au bout. Cela dit, elle sent le parfum délicieux du porridge et imagine que le cuisinier a dû y ajouter des herbes. Dès la première cuillerée, elle tombe amoureuse de la saveur et sent son cœur se réchauffer. Voyant que tout va bien, Ophélia est soulagée et se dirige vers la porte, jusqu'à ce que la petite fille commence à s'étouffer et s'effondre au sol. Pensant que la nourriture était bel et bien empoisonnée, Ophélia commence à se blâmer pour sa négligence. Ressentant une haine profonde envers Kurt, la maîtresse se précipite pour chercher l'antidote, mais Lys se relève et affirme avoir été guérie pour une raison inconnue. En effet, la marque de la malédiction avait complètement disparu, ce qui laisse Ophélia extrêmement confuse. Sans tarder, un homme en robe noire se lamente auprès de son supérieur, car la malédiction a été brisée, et il promet de la reformuler. Cependant, son supérieur lui dit qu'ils n'attendront pas cela et qu'ils ont déjà décidé de recourir à d'autres moyens. Après tout, Lady Liselott doit mourir par tous les moyens nécessaires. Au milieu de tout cela, Ophélia rend visite à Mimiko, compte tenu de la gravité de la situation, et remarque la présence de Yulichia, l'ancienne aventurière de la famille royale. Lady Liselott enlève sa capuche, et Yulichia ainsi que Mimiko s'agenouillent aussitôt devant la présence illustre de la troisième princesse.
Mimiko pensait qu'elle était malade, mais Ophélia explique que la princesse a été maudite par quelqu'un qui voulait sa mort, car Lys est la seule fille née de Sa Majesté royale et de la princesse Françoise, la femme qu'il a épousée venant de l'Est, de l'Empire Gurumaku. Ainsi, l'existence de Lys-Lot est un symbole de paix entre ces deux nations. Yulichia en déduit que quelqu'un souhaite détruire cette relation pacifique. Et Ophélia ajoute qu'avec la fin de la guerre de leur nation contre celle du Nord, il y a certainement des gens qui aimeraient provoquer un nouveau conflit. Mimiko enlace la princesse avec joie en voyant qu'elle va bien, et Lys espère pouvoir compter sur l'aide de ses amis pour découvrir qui lui a lancé la malédiction. À ce sujet, Mimiko assure que sa loyauté va à la princesse et à sa défunte Altesse Françoise. Sur ce, elle est surprise que Lys ait réussi à briser une malédiction aussi puissante, et la souveraine partage avec joie que tout cela a été possible grâce à un homme nommé Kurt, ce qui laisse Mimiko et Yulichia stupéfaites. À la lumière de cette révélation inattendue, il devint nécessaire d'expliquer aux deux que la princesse avait mangé du porridge préparé par Kurt, brisant ainsi la puissante malédiction qui l'affligeait. Concernant le coupable qui a comploté pour ôter la vie de Lady Lys-Lot, étant donné qu'il s'agit de quelqu'un maîtrisant les malédictions et ayant des connexions capables de manipuler les protections contre les malédictions du palais, Mimiko a 3 suspects. Sanova Ristkatz, la première générale des forces expéditionnaires royales, Tristan Meinolf, un évêque de l'Église de Pologne, et Isadora Arkmana, la 3e reine de Sa Majesté. Ophélia pense que Tristan aurait pu utiliser ses fidèles pour altérer les protections dans la chambre de Lys-Lot. Lys ajoute que sa belle-mère, Isadora, peut se déplacer librement dans le palais royal et aurait très bien pu interférer avec elle. D'un autre côté, elle se demande comment Sanova aurait pu en faire autant. Alors Eulicia explique que cette générale a des connexions avec la guilde des voleurs, qui a évidemment ses propres moyens d'entrer dans des endroits interdits et suffisamment d'influence pour soudoyer des personnes à l'intérieur du palais royal. Puisqu'il est difficile d'identifier le coupable pour l'instant, Ophélia propose de tendre un piège pour attraper ce rat. Par exemple, Lys vient d'avoir 15 ans et est donc devenue adulte, et selon la tradition, elle doit quitter le palais pour s'entraîner pendant 1 an. Le plan est donc de créer un atelier fictif dirigé par un maître imaginaire, où Lys s'entraînera. À coup sûr, le coupable commencera à rassembler des informations sur ce soi-disant maître. Mimiko déduit que s'il s'agissait d'une personne réelle, les voleurs auraient vite trouvé des informations, mais comme il n'existe pas vraiment, il n'y a rien à découvrir, et cet appât troublera le coupable, leur laissant le temps d'enquêter plus en profondeur. Cependant, Ophélia dit qu'il faudra créer quelques références pour cette personne qui jouera le rôle du faux maître Aelior. Mais Eulicia a justement ce qu'il faut, un cristal magique. Ophélia prend l'objet et est stupéfaite par sa qualité. Puis, la propriétaire de la mine révèle que c'est Kurt qui l'a fabriqué, laissant de nouveau le maître et la princesse sans voix. Plus tard, Kurt arrive devant la porte de l'atelier d'Ophélia et voit une pancarte indiquant qu'il est temporairement fermé en raison d'une urgence non précisée. À ce moment-là, Michel arrive, et le garçon en profite pour lui demander ce qu'il s'est passé. Elle lui explique qu'après le départ de Kurt la veille, sa maîtresse est soudainement partie quelque part, et elle est désolée car il n'y a désormais aucun moyen pour le garçon d'aider à l'atelier. À cause de cela, le pauvre s'en va, l'air abattu, pensant qu'il a encore fait une bourde qui lui a valu d'être renvoyé de l'endroit. Quoi qu'il en soit, son estomac gargouille, indiquant qu'il est temps de manger, alors il se dirige vers un restaurant pour apaiser sa faim avec un sourire au visage. Là, un groupe de guerriers discute de quelque chose à l'une des tables. La femme du trio demande ce qu'ils vont faire, car ils doivent livrer quelque chose aujourd'hui. Un homme répond qu'il ne sait pas, car le médecin a dit que cette personne doit se reposer pendant 1 semaine, mais sans leur porteur. Ils devront refuser cette commande. Le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas se permettre de payer les frais d'annulation, alors la jeune femme pense qu'ils devraient simplement porter les affaires eux-mêmes. Cependant, son compagnon lui rappelle qu'il serait très vulnérable aux attaques s'ils sont trop chargés. Kurt surprend la discussion et pense qu'il pourrait servir de porteur pour C.S. Jean. Il s'approche donc sans gêne de l'équipe et propose de jouer le rôle de mule pour le groupe, car même s'il est une nullité au combat, il a un talent incroyable pour porter des charges sur son dos.
La jeune femme rejette l'idée qu'un gamin comme lui puisse accomplir cette tâche, mais son collègue lui donne une tape sur la tête et lui rappelle qu'elle a le même âge que lui. L'homme s'excuse pour le comportement de sa sœur, mais admet que ce travail n'est pas à la portée de n'importe qui, car ils se préparent à chasser des golems de fer qui pèsent plus de 200 kilos, et qu'il faudra quelqu'un avec des capacités spéciales pour transporter les objets nécessaires. Le seul membre de l'équipe qui n'avait pas encore parlé jusqu'alors prend la parole pour confirmer. C'est exact. Quoi qu'il en soit, Kurt leur assure que 200 kilos, ce n'est rien pour lui. Il propose donc un défi. S'il parvient à soulever les 2 hommes de l'équipe, cela prouvera qu'il est l'homme de la situation. Sans attendre l'accord de qui que ce soit, Kurt soulève l'un des hommes sur son épaule comme s'il s'agissait d'une statuette de 25 cm, laissant tout le monde bouche bée. Puis, il soulève le blond, qui, avec son armure, pèse plus de 150 kilos. Immédiatement, la clientèle du restaurant applaudit le spectacle. Après cela, il ne pouvait y avoir d'autre issue. Kurt a prouvé qu'il était à la hauteur, alors l'équipe part en mission. L'homme en armure se présente sous le nom de Kans, un guerrier lourd. Bien qu'il manie une épée, celle-ci est pratiquement décorative, car ses poings parlent bien plus fort que n'importe quelle lame. L'autre homme se présente comme Danzo, le samouraï qui dirige ce groupe. Kurt demande ce qu'est un samouraï, et Danzo explique qu'il s'agit d'une variante orientale du bretteur. Enfin, la jeune femme se présente sous le nom de Sina, une rôdeuse. Kans tend la main à leur nouveau coéquipier et l'informe que le groupe s'appelle *** Sakura ***. Il explique qu'ils ont un autre porteur appelé Binoc, mais qu'il mettra 1 semaine à se remettre d'un rhume. En réponse, Kurt s'incline et les remercie d'avoir embauché quelqu'un d'aussi ordinaire que lui. La réaction des gens est alors d'éclater de rire, ce qui déroute Kurt. Kans lui donne une petite tape sur la tête et lui dit qu'il compte sur lui. Et le garçon pense simplement qu'il devra faire de son mieux pour ne pas tout gâcher avec ces gens formidables. Plus tard, ils arrivent à une grotte où la mission doit être exécutée, mais Kurt marche sur une gelée au milieu du chemin et se retrouve avec le pied coincé dans la matière gluante. Sina dit qu'il suffit juste que le gamin écrase le noyau de la créature, mais le porteur est si nul en combat qu'il réussit à se poignarder lui-même à la cuisse au lieu de viser le slime. À bout de patience, la rôdeuse règle le problème elle-même et reconnaît que son collègue avait bien prévenu qu'il était mauvais en combat, mais ce qu'il vient de faire relève de la boulette spectaculaire. Pourtant, Kans et Danzo lui assurent qu'il n'a pas à s'inquiéter, car ce sont eux qui sont censés se battre. Kurt est choqué, car ses compagnons ne se sont pas mis en colère contre lui pour cet échec, ce qui était pourtant la norme dans son ancien groupe. Finalement, le quatuor entre dans la grotte et la rôdeuse prépare de la mousse lumineuse à répandre pour éclairer le chemin avec un spectacle visuel enchanteur. Kurt signale quelque chose qu'il a vu en route et la fille lui explique avec dégoût qu'il s'agit d'excréments de gobelins. Et d'après l'odeur, ils sont encore frais, ce qui signifie que les monstres ne sont pas loin. Kans demande à tout le monde de rester calme, car ils peuvent sans doute affronter 1 ou 2 gobelins sans difficulté. Mais s'il s'agit d'une horde, ils pourront toujours fuir à toute vitesse. Plus profondément dans la grotte, le donjon commence à ressembler à des ruines à mesure que l'équipe progresse. Kurt remarque quelque chose d'étrange sur un mur, mais il est interrompu par l'arrivée soudaine d'un gobelin. À cet instant, Sina lance un couteau qui se plante dans la poitrine de la créature, et Danzo l'achève d'un coup de katana. Le problème, c'est que des voix similaires se font entendre au loin, indiquant clairement la présence d'une colonie entière de gobelins dans les environs. Pire encore, ils arrivent par l'entrée de la grotte, ce qui signifie une seule chose, il n'y a aucun moyen de fuir. Le groupe Sakura doit se battre. Sina sait qu'ils n'ont aucune chance. Mais Kurt retourne au mur où il avait remarqué quelque chose, et il finit par découvrir un passage secret. Cependant, lorsqu'il propose d'y entrer, seule Sina accepte de le suivre et referme le passage derrière eux. De l'autre côté de la porte, Kans déclare qu'il est impossible d'échapper à autant de gobelins tout en cherchant une sortie. Ils doivent donc continuer sans eux. Kurt dit qu'il veut rester et se battre, mais Sina, les larmes aux yeux, hurle qu'il est incapable de vaincre même une simple gelée, et qu'avec cette attitude, il ne ferait que gêner Kans et Danzo. Touché par ces paroles dures, le porteur réfléchit au profond désir de la jeune fille de se battre aux côtés de ses camarades. Pendant ce temps, de l'autre côté, Kans demande à Danzo s'il regrette leur décision. Ce dernier répond que non, puis lui retourne la question.
Kans répond que mourir pour protéger sa petite sœur est le plus grand honneur qu'un frère aîné puisse avoir. Le samouraï conclut qu'une mort sans honte est la fierté d'un guerrier, et son ami est d'accord. Il n'y a aucun regret à se battre pour la survie de ses camarades. Kurt entend la conversation et est stupéfait d'avoir été accepté parmi eux aussi rapidement, bien qu'il déplore de ne rien pouvoir faire pour aider. Quoi qu'il en soit, Sina assure que Danzo et son frère survivront, puis éclaire le passage secret pour continuer leur route. Mais cela a une terrible conséquence. Au bout de ce passage se trouvaient des golems de fer-dragon. Pendant ce temps, Yulichia et Lislod arrivent à l'auberge où Kurt séjourne, et Yulichia demande à la jeune fille de cacher au garçon qu'elle est la princesse. Elle accepte et propose qu'on l'appelle simplement Lys pour éviter les formalités, et l'aînée accepte alors d'être appelée Yuli. Impatiente de revoir le garçon qui l'avait tant charmée, la princesse entre précipitamment dans sa chambre, mais son sourire s'efface en constatant qu'il n'est pas là. Pour une raison inconnue, Bandana se trouvait devant la porte et révèle que le garçon est dans une grotte au nord-est avec le groupe Sakura. Yuli se précipite pour voir de qui il s'agissait, mais Bandana avait déjà disparu. Elle craint qu'il ne s'agisse d'un piège, mais si Kurt est réellement dans cette grotte, et puisque des entraînements au combat ont récemment eu lieu dans cette région, il est possible que de nombreux gobelins survivants s'y soient réfugiés. Pour cette raison, Yulichia décide de partir à la recherche de son compagnon, tandis que Lys devrait rester en ville. Cependant, la princesse insiste pour l'accompagner. Après tout, il n'est pas sage de s'éloigner de la personne qu'on doit protéger. De plus, elle a appris à utiliser la magie en tant que membre de la famille royale et peut se défendre toute seule. Puisqu'il en est ainsi, la protectrice accepte, mais exige que la protégée ne s'éloigne pas d'elle, quoi qu'il arrive. Quelque temps plus tard, les deux arrivent à l'endroit où Kurt est supposé se trouver. La mousse lumineuse fraîche sur les murs indique que quelqu'un est bien passé récemment, et Lys trouve même les empreintes de Kurt, bien que Yuli n'ait aucune idée de comment la jeune fille peut savoir quelles sont les siennes. Plus loin, Lys a du mal à identifier les traces en atteignant les ruines. Alors elle active sa capacité de perception accrue pour détecter plus efficacement tout signe du passage du garçon. À ce moment-là, elle sent l'odeur de sa cible et court dans une direction précise, tandis que Yulichia tente une fois de plus de comprendre comment la jeune fille peut se souvenir de l'odeur de ce simple citoyen. En courant vers l'origine de l'odeur, la princesse entend des bruits de combat au loin. Alors, Yuli lui ordonne de rester là et dégaine son épée, tandis que Lys accorde à son allié un renforcement physique avant qu'elle ne parte. Au cœur de la tempête, Kans et Danzo font de leur mieux au milieu d'un torrent de gobelins enragés, jusqu'à ce qu'un troisième combattant fasse son apparition et change le cours de la bataille. Dans le passage secret, Sina n'en revient pas de leur malchance d'être tombée nez à nez avec une telle créature, et elle commence à regretter d'avoir accepté cette mission, car désormais, tous ses amis sont en danger. Se sentant coupable, elle s'excuse auprès de Kurt de l'avoir entraînée là-dedans. Après tout, il n'y a aucun moyen pour eux de se débarrasser d'une telle menace. 6 golems de fer-dragon sont conçus pour protéger les passages. Ils seront donc attaqués dès qu'ils essaieront de traverser. De son côté, Kurt console la jeune fille et se lève pour s'occuper des golems. Devant la jeune fille terrifiée, qui ne comprend pas ce qui a bien pu passer par la tête de ce fou, Kurt s'approche des golems, esquive un coup de l'un d'eux et dévisse sa queue comme s'il s'agissait d'un simple boulon. Ensuite, il fait de même avec la tête du monstre, le démontant pièce par pièce en glissant sa dague dans des ouvertures spécifiques de l'armure. Une fois cette opération réalisée sur tous les ennemis, Sina aimerait bien comprendre ce qu'il se passe ici. Kurt explique qu'il a l'habitude de miner des golems de fer. C'est alors que Yulichia rejoint les 2 membres qui avaient emprunté le passage secret. Et la rôdeuse raconte, les yeux emplis de terreur, que ce gamin a démonté chaque golem comme s'il jouait avec des Legos, et qu'il a même appelé cela du minage. En voyant que sa partenaire est revenue, Kurt lui demande d'aller aider Kans et Danzo, mais elle lui apprend que les 2 sont en vie. Puis elle pense en elle-même qu'elle a entendu parler d'une légende sur un homme avec une aptitude de niveau G au combat, mais qui, par hasard, avait une aptitude de niveau S en récolte. Selon la légende, cet homme aurait utilisé une faux pour vaincre un dragon épineux, et Euli associe le Sia de Kurt à cette histoire. Enfin, Lislot arrive peu après, les yeux brillants d'admiration devant le talent inégalé de Maître Kurt. Après que toute l'équipe se soit regroupée,
Kans regretta de ne pas avoir découvert plus tôt l'infestation potentielle de gobelins qui aurait pu survenir dans le nord-est. Quoi qu'il en soit, lui et Danzo remercièrent humblement Dame Yulichia pour son aide. De son côté, Yuli annonça à Kurt qu'un nouvel atelier allait bientôt être établi, où elle occuperait le poste de chef direct des aventuriers, et elle lui proposa de la rejoindre là-bas. Kurt expliqua qu'il travaillait déjà avec les Sekura, mais Kans insista sur le fait que le garçon ne pouvait pas se permettre de manquer une telle opportunité. Pendant ce temps, Yuli précisa qu'elle avait besoin de main-d'œuvre pour l'atelier et invita les aventuriers à se joindre au projet. À cette annonce, les deux hommes des Sekura célébrèrent, mais Sina resta morose dans son coin. Puisque Kurt allait se rendre à l'atelier, Yulichia lui demanda de passer un test d'aptitude à leur retour. Avec la mission résolue, tout le monde retourna en ville et Kurt se rendit au poste de travail de Hallow, où il fut accueilli par Mimiko. Elle se présenta comme une magicienne de la cour royale et responsable de l'administration du test d'aptitude de Kurt. Elle fit remarquer qu'elle avait déjà vu son cristal magique, mais qu'elle devait rencontrer en personne le créateur d'un tel travail. Ce soir-là, le groupe Sekura célébra la réussite de la mission ainsi que l'invitation à l'atelier, en présence de la distinguée Lislot, bien que Sina resta mélancolique sans raison apparente. Revenons à Mimiko, qui informa Yulichia que Kurt possédait les aptitudes suivantes. Rang B en nettoyage, cuisine et minage, et rang C pour toutes les autres disciplines. Yulichia demanda quels étaient les résultats réels, et la magicienne expliqua que le poste de travail ne pouvait mesurer les talents que des rangs GASS, ce qui signifie que tout talent dépassant cette capacité est classé rang SSS, ce qui était précisément le CA de ce garçon. De plus, même sa puissance magique latente était bien supérieure à celle d'une magicienne de la cour royale. Yuli avait déjà ses soupçons, mais c'était la preuve que Kurt était la personne idéale pour devenir le maître forgeron secret d'Elior. Mimiko souligna à quel point il était chanceux que ce soit elle qui ait effectué le test, car si quelqu'un d'autre s'en était chargé, les résultats auraient pu fuiter. C'est alors que Kerchel apparut, choqué en voyant les résultats de Kurt sur la table. Mimiko et Yuli firent semblant de découvrir cela en même temps, tout en remarquant à quel point il serait dangereux que des personnes extérieures soient au courant. Alors, l'employée se couvrit les oreilles et s'écria qu'elle n'avait rien entendu. Quelque temps plus tard, Kurt fut étonné par la vitesse de la calèche dans laquelle il voyageait. Eulicia expliqua que la calèche avait été organisée grâce à l'autorité spéciale d'un Eitlier Meister, et Lys ajouta qu'après tout, il n'y avait pas de pierre de téléportation dans la ville frontière vers laquelle il se dirigeait. Quant à la ville, elle se souvenait qu'il s'agissait d'une base militaire à la frontière des terres démoniaques, et bien qu'un nouveau vice-roi n'ait pas encore été nommé, c'était une ville très importante qui recevait l'aide de l'Alliance. Danzo ajouta fièrement qu'ils seraient les aventuriers personnels d'un Eitlier nouvellement construit dans une ville aussi significative. Cela dit, Kans demanda ce qu'ils allaient faire de Baibinok, et le samouraï demanda à ceux qu'on lui laisse cette affaire. Changeant de sujet, il voulut savoir à quoi ressemblait cet Eitlier Meister, et voyant la difficulté de Lycia à expliquer, Sina conclut que ces personnes n'avaient pas engagé leur groupe pour leurs compétences, mais pour les faire taire. Cependant, si nécessaire, elle ferait tout pour protéger son frère et Danzo. Quelques heures plus tard, la calèche arriva au mur que Kurt avait aidé à reconstruire quelques jours auparavant, ce qui le rendit abattu. Lys demanda pourquoi, et il expliqua qu'il avait travaillé à la réparation du mur, mais qu'il avait été licencié après 3 jours. Fait intéressant, il semblait que peu de progrès avaient été réalisés après le départ du garçon, et Eulicia supposa qu'il réparait peut-être d'une manière différente. Sans tarder, la femme mena ses compagnons vers un site qui servirait de base pour l'Eitlier. Le groupe protesta en disant que cela ressemblait plutôt à un terrain vague, alors elle expliqua qu'ils attendraient à l'auberge jusqu'à ce que tout soit prêt. Cela dit, elle demanda si Kurt pouvait construire l'Eitlier tout seul, une question qui laissa le groupe Sakura stupéfait. Kurt expliqua qu'il pouvait s'en sortir s'il s'agissait d'une cabane en rondin, mais que construire un Eitlier en un jour semblait insensé. Kans, Danzo et Sina étaient d'accord pour dire que c'était la chose la plus folle qu'ils aient jamais entendue. Kurt ajouta alors qu'il aurait besoin de 2 jours de plus pour terminer le travail, ce qui laissa encore une fois le groupe Sakura sans voix. Yuli expliqua que le jeune homme pouvait prendre tout le temps qu'il voulait,
et qu'il disposerait des matériaux nécessaires pour le travail. Suite à cela, Kurt établit une liste de tout ce dont il avait besoin et l'a remis à la femme, comprenant des éléments comme de l'améthyste, du saphir et des plumes de griffon. Après avoir remarqué que Sina semblait soupçonner quelque chose, Yulissia appela tout le monde à se rendre à l'auberge pour ne pas déranger le maçon, rappelant à Kurt qu'il devait retourner à l'auberge chaque fois qu'il aurait besoin de manger et de se reposer. Une fois sur place, Yulissia demanda à tout le monde de s'asseoir pour qu'elle puisse annoncer quelque chose d'important. Sina demanda si elle allait parler de ce qui s'était passé dans la grotte. Après tout, ces golems de dragons de fer avaient été vaincus par Kurt seul. Il expliqua qu'il avait l'habitude d'extraire des golems de fer et qu'il avait détruit ces monstres avec seulement une dague. En y repensant, Sina exigea que Yulissia leur dise qui était vraiment ce garçon et qui était réellement Lys. Tout d'abord, Yulissia se présenta comme une aventurière qui avait autrefois servi la famille royale. Puis, l'autre fille s'identifia comme étant Lyslot Umrose. Montrant l'emblème sur sa dague, elle révéla qu'elle était la 3e princesse de ce royaume, mais qu'elle cachait actuellement son identité pour certaines raisons. Par conséquent, Sina demanda si Kurt faisait aussi partie de la royauté, et Yulissia expliqua qu'il n'était ni noble, ni de sang royal. En fait, elle n'avait aucune idée de qui était vraiment le jeune homme. Ce qui était connu, c'est que ses compétences de combat étaient toutes classées rang G, tandis que celles qui n'étaient pas liées au combat étaient toutes classées rang SSS, comme le transport ou l'exploitation minière, par exemple. Cependant, même Kurt n'était pas au courant de cela, et il veillait à le lui cacher, lui faisant croire qu'il était de rang C ou B, au mieux. La grande question était que Kurt allait devenir le nouvel atelier Meister ici, mais cela devait également rester secret. Sina s'indigna et demanda pourquoi il trompait ainsi le garçon, et Yulissia expliqua que même s'il disait la vérité à Kurt, il ne la croirait certainement pas. Mais surtout, il était impossible de savoir si quelqu'un chercherait à exploiter les capacités de Kurt si cette information était rendue publique. Après cela, Sina frappa la table et expliqua que ceux qui exploitaient réellement le jeune homme étaient eux-mêmes. Alors Kans serra sa sœur dans ses bras pour essayer de la calmer un peu. Danzo donna son accord pour que Yulissia poursuive l'histoire. Puis Lyslot expliqua que Kurt avait brisé la malédiction qui pesait sur elle avec un simple porridge fait maison. Yuli ajouta que quelqu'un poursuivait la princesse. C'est pourquoi ils avaient choisi cette ville frontière pour la construction de l'atelier, leur permettant ainsi d'identifier l'ennemi derrière cette traque. Pourtant, Sina se plaignit du fait que Kurt n'était au courant de rien, et Lys révéla que le garçon ignorait totalement qui elle était. Mais dès qu'il avait appris que Lys était victime d'une malédiction, il l'avait sauvée sans rien demander en retour. Selon Yuli, le jeune homme était pur et mettait toujours les autres avant lui, ce qui en faisait quelqu'un qu'il voulait protéger, et c'était la raison pour laquelle ils avaient demandé au groupe Sekura de garder ce secret et de s'unir pour protéger Kurt. En entendant une histoire aussi compliquée, les membres du groupe Sekura baissèrent la tête, songeurs, et prirent quelques secondes avant de répondre. Le premier à parler fut Danzo, affirmant que le devoir d'un chevalier était d'obéir à la royauté. Cependant, en tant qu'aventurier, ils n'avaient aucune telle obligation. Néanmoins, ils étaient aussi des camarades qui risquaient de mourir aux côtés de Kurt, donc ils étaient compagnons. Kans approuva totalement et ajouta qu'il n'avait pas besoin de raison pour aider des amis. Enfin, Sina restait indécise. Après tout, il connaissait ces femmes depuis très peu de temps pour leur prêter ainsi allégeance, mais Yulissia fit remarquer qu'elle-même ne connaissait Kurt que depuis 6 jours. Toujours pas convaincue, l'archère demanda un moment pour réfléchir et s'éloigna. Seule dans la rue, la jeune fille tenta de comprendre ce qui se passait, car pour elle, Kurt avait le droit de connaître la vérité. Bientôt, elle retourna sur le site de l'étlier et constata que le chantier était bien plus avancé que ce qui aurait été humainement possible. Étonnée, elle demanda si le garçon avait réalisé tout cela sans aide, et il expliqua qu'il en était capable, puisqu'il était de rang B en exploitation minière. Sachant qu'aucun rang B ne pourrait accomplir cela normalement, Sina laissa couler et commenta que le jeune homme était vraiment incroyable, ce qu'il ne comprit pas, car dans sa ville natale, il était courant de construire des dizaines de maisons chaque jour, donc il se sentait en réalité plutôt lent. Sina demanda alors au garçon s'il ne se sentait pas accablé par tout ce travail.
Il expliqua qu'il ne se sentait pas du tout exploité. En réalité, il était heureux de pouvoir travailler et se sentir utile à quelqu'un, considérant qu'il avait été traité d'inutile tous les jours par ses anciens coéquipiers jusqu'à ceux qui le chassent de l'équipe. En entendant cela, Sina se souvint que Licia avait mentionné que Kurt était un garçon au cœur pur, et elle commença à mieux comprendre sa perspective. Ainsi, l'aventurière déclara fermement qu'à partir de maintenant, elle et Kurt étaient officiellement amis. Pendant ce temps, Danzo était assis sur un banc de parc lorsqu'une calèche s'arrêta devant lui. Assis derrière lui et travaillant comme informateur, Bandana affirma avoir découvert la majeure partie des détails. Baibinok, également connu sous le nom de l'homme aux 1000 visages, accepte des missions de la part de criminels avant de s'infiltrer dans un groupe d'aventuriers. Essentiellement, c'est un scélérat qui a ruiné de nombreux groupes, mais il semble qu'il ait accepté cette dernière mission spécifiquement pour faire tomber Sakura, car un groupe rival était rancunier que Sakura ait pris un travail qu'il convoitait. Baibinok a été envoyé pour cette raison, et les détails de la situation se trouvent sur le document que Bandana remit au samouraï. Cette nuit-là, dans une taverne de la ville de Samala, un homme harcelait une serveuse de manière dégradante, et après avoir échoué à obtenir quoi que ce soit d'elle, il grogna en marmonnant qu'il n'avait pas prévu la survie des voyous de Sakura. Il avait également entendu dire qu'il travaillait désormais dans un atelier lié à la 3e princesse. Ainsi, s'il pouvait écraser CRA, il en tirerait d'énormes profits. Assis derrière lui, Danzo commenta que cela semblait être un plan très rentable, et l'homme éclata de rire avec vanité, reconnaissant qu'il ne manquait pas de clients prêts à ternir les accomplissements de la petite princesse. Alors que l'homme finissait sa phrase, il réalisa enfin qu'il parlait à nul autre que Danzo, qui lui demanda si Baibinok n'était pas en train de boire un peu trop pour fêter sa guérison. Face à la situation, Baibinok s'enfuit précipitamment de la taverne, furieux que le samouraï ait découvert son plan. Soudain, il trébucha sur un câble placé délibérément sur son chemin, puis l'aventurier apparut avec son katana, reconnaissant que son ancien compagnon avait toujours été rusé, donc il était impossible qu'il n'ait pas eu connaissance d'une colonie de gobelins. Baibinok jura qu'il ne savait rien et supplia Danzo de lui épargner la vie, invoquant leur ancienne camaraderie. Pourtant, Danzo brandit son épée et la pointa vers le cou de l'homme, précisant clairement que l'ancien membre de Sakura ne devait pas s'approcher de ceux que le samouraï considérait comme de véritables amis, sous peine d'être tranché en deux sans cérémonie. Observant la scène, Bandana pensa qu'elle aurait préféré que Danzo élimine cette cible, qui pourrait redevenir une menace à l'avenir. Soudain, 2 hommes encapuchonnés apparurent et emmenèrent Baibinok. Bandana remarqua qu'il semblait être membre des Fantômes, l'unité de renseignement de Mimiko, le 3e mage de la cour. À ce moment-là, elle reçut une lettre, portée par un corbeau, mentionnant Marlifus. Bandana éprouva de la compassion pour eux, mais comme son maître lui avait expressément ordonné d'ignorer cette femme, elle décida de se diriger vers la ville natale de Kurt Roken. Dans la scène suivante, dans un endroit sombre et mystérieux, au fond d'un tunnel, Marlifus, la prêtresse des crocs du dragon ardent, gisait sur un immense cercle magique, apparemment trop faible pour se relever. Quelques jours plus tard, Kans et Danzo contemplaient un paysage merveilleux, se demandant si c'était la réalité ou un rêve, car il y a seulement 3 jours, ce n'était qu'un terrain vague, et maintenant cela ressemblait à un portail vers un autre monde. Non loin de là, Sina remarqua un papamomo dans le jardin. Normalement, les fruits de cet arbre n'apparaîtraient qu'au printemps prochain, mais pour une raison inconnue, l'arbre portait déjà des fruits. Pendant ce temps, Lys courait dans la cour en annonçant que cet endroit serait le nid d'amour entre elle et Maître Kurt. Peu après, voyant que leurs amis entraient dans l'atelier, Kurt regretta de ne pas avoir eu le temps de préparer un accueil digne de ce nom, mais Ulycia le rassura en affirmant que ce qu'ils avaient vu était déjà impressionnant. Néanmoins, elle souhaitait jeter un œil à l'intérieur de la structure. Le tailleur de pierre montra d'abord l'entrée, puis les 2 étages souterrains. En plus de cela, il expliqua que toute l'eau du manoir était produite sur place. Émerveillée, Ulycia demanda ce qu'était cet étrange appareil ressemblant à un réservoir, et le garçon lui répondit qu'il avait transformé les saphirs qu'il avait demandés en cristaux magiques, utilisés ensuite pour créer un moteur générant de l'eau.
Il avait également fabriqué des cristaux magiques en quartz pour l'éclairage. Le pouvoir magique est stocké dans l'améthyste et devrait rester allumé pendant une année entière, même si l'on laisse la lumière allumée en permanence. Ensuite, le garçon montra les chambres où chacun allait dormir. Les oreillers et les couvertures étaient faits avec les plumes de griffon qu'il avait demandées, et Lies se réjouit en sentant l'odeur de Maître Kurt sur l'une d'elles, même si Yulissia tenta d'expliquer que l'odeur venait des griffons. Puis, Kurt montra la chambre du maître d'atelier et en profita pour demander quand celui-ci arriverait. Yulissia inventa que le maître était très occupé et que son arrivée avait été retardée, puis demanda où se trouvait la chambre du tailleur de pierre. Il répondit que, puisqu'il était responsable des tâches ménagères, il pensait dormir dans la petite zone de repos à côté de la cuisine. Voyant que le garçon semblait prêt à dormir dans un taudis parce qu'il se considérait comme inutile, tout le monde essaya de le convaincre de dormir dans la chambre qu'il avait construite pour le maître d'atelier, en attendant l'arrivée du véritable propriétaire. 2 heures plus tard, le groupe réussit enfin à convaincre le garçon de rester dans cette chambre pour l'instant. Cela fait, Yulissia demanda s'il pouvait ériger une barrière contre les malédictions autour du manoir. Cependant, comme le garçon avoua que cela était un peu difficile pour lui, la femme utilisa alors les talismans anti-malédiction donnés par Mimiko. Concernant maintenant la chambre de Liselotte, la plus importante, elle envisagea de mettre une protection spéciale. Soudain, Lise surgit de sa chambre et fit peur à la pauvre femme, croyant que c'était Kurt et l'invitant dans son lit. Agacée, Yulissia demanda où cette fille avait appris de telles choses, et Lys lui demanda à son tour si elle était jalouse, par hasard. Perdant toute contenance, la femme d'affaires prétendit que non, même si c'était évident. Néanmoins, elle se rappela que Kurt était pur et innocent, et conseilla donc à Lys d'approcher le garçon avec douceur. Pendant ce temps, le talentueux Kurt était occupé à préparer un repas pour tout le monde dans la cuisine. Lorsque Lys entra vêtue d'une tenue de serveuse provocante pour l'aider dans ses tâches, prête à aider comme il le fallait, Yulissia intervint pour demander à la princesse quelle partie de « prendre les choses doucement » elle n'avait pas comprise, surtout en portant une tenue aussi indécente. Sur ce point, Kurt admit qu'il trouvait aussi cela un peu étrange, mais Lys elle-même avait affirmé que ce genre de tenue était courant chez elle. De plus, Sina ouvrit la porte de la cuisine après avoir senti l'odeur du pain fraîchement cuit pour découvrir Liselotte vêtue de cette tenue particulière, ce qui lui fit froncer les sourcils. Kurt confirma qu'il y avait effectivement du pain en train de cuire dans le four et que cela deviendrait une habitude quotidienne dans cette maison. D'ailleurs, lorsque le garçon demanda aux femmes si elles préféraient du café ou du thé, les yeux de Yulissia s'illuminèrent et elle conclut que cet homme était l'épouse parfaite, ce qui fit naître en elle un désir intense de l'avoir pour époux. Au moment du repas, Kans fut le premier à louer la nourriture avec un grand enthousiasme. Sina lança un regard qui montrait qu'elle avait apprécié et Danzo mentionna qu'il sentait la nourriture revitaliser tout son corps. Yulissia demanda où était Kurt et Lys expliqua qu'il était sorti nettoyer, armé d'un chiffon, car selon lui, quelqu'un avait griffonné sur tout le manoir. Sachant que Lys parlait probablement de la protection contre les malédictions, Yulissia se précipita vers Kurt en toute hâte, bien que Mimiko ait précisé qu'il était impossible de retirer les talismans une fois placés. Cependant, lorsqu'elle arriva dans la chambre de Lys, le garçon était en train de nettoyer la dernière marque sur sa porte. Lorsqu'il demanda si elle savait qui avait fait ce bazar dans le couloir, la femme s'agenouilla, accablée de tristesse, et expliqua que c'était sans aucun doute l'œuvre de Raviski, le gribouilleur, souvent mentionné dans les rumeurs. Il avait dû apercevoir Lys et laisser CS griffonnage dans l'espoir d'attirer son attention. Croyant à cette histoire, Kurt fit remarquer qu'il existait vraiment des fous pour tout, mais qu'il serait sage d'en informer Lys. Face à cela, Yulissia réfléchit. Elle avait réussi à ne pas révéler la menace des assassins envers Lys, mais maintenant, sans talisman et avec plusieurs jours à attendre avant l'arrivée de Mimiko, elle devait absolument trouver un moyen de protéger la princesse d'ici là. Au moment suivant, nous voyons Marléfis être expulsé de l'église par une autorité religieuse. La raison en était que non seulement les crocs du dragon enflammé avaient multiplié les échecs et les actes de violence envers autrui, mais leur chef était désormais un homme recherché. Marléfis plaida auprès de l'évêque Tristan que ce n'était pas sa faute. Certes, elle avait utilisé la magie de foudre dans un restaurant de la capitale royale,
mais c'était en punition pour leur avoir servi une nourriture pire que de la pâtée pour cochons. Néanmoins, l'évêque ne voulait plus entendre d'excuses. La mauvaise réputation que Marc le Fils avait acquise finirait par entacher l'Église de Pologne si elle restait parmi eux. Seul, Marc le Fils pleura, songeant qu'elle avait toujours fait plus pour l'institution que quiconque, s'alliant à de simples aventuriers et accomplissant des miracles pour autrui. Cependant, Tristan lui fit comprendre qu'il reconnaissait son immense talent magique et que, pour cette raison, s'il elle acceptait de remplir une petite mission pour eux, il lui promettait d'absoudre ses péchés et de faire d'elle une prêtresse. Surprise par cette offre, la jeune femme regarda l'évêque tandis qu'il lui présentait un vin provenant de l'ennemi de l'Empire de Pologne, l'Empire Gurumaku. Il lui demanda d'en boire une gorgée. Désireuse d'obtenir le pardon, Marc le Fils avala une lampée de la boisson et se soumit à toute requête de son supérieur. Ainsi, Tristan saisit l'occasion pour lui ordonner de participer au plan d'exécution de la troisième princesse, Liselotte. À cet instant, une marque de malédiction apparut sur le ventre de Marc le Fils, la faisant tomber à genoux. C'est alors que Tristan lui révéla que le vin qu'elle avait bu était empoisonné par une malédiction. Son corps ne pourrait désormais accepter que de l'eau. Dans 1 mois, elle mourrait de faim. Cependant, si elle parvenait à surmonter cette épreuve, elle serait libérée de sa souffrance et deviendrait prêtresse. Malgré l'absurdité de la situation, Marc le Fils offrit sa vie à l'évêque. C'est ainsi que cette malédiction la plaça dans une terrible situation, l'amenant même à rencontrer un seigneur démoniaque au sommet de sa détresse. De retour au présent, pendant le petit déjeuner, Yulichia réfléchit. Il n'y a eu aucun changement dans le corps de Lisa après que Kurt a effacé les protections. Peut-être les ennemis n'ont-ils pas encore découvert l'emplacement de la princesse, à moins qu'une autre raison ne les ait empêchés d'agir jusqu'à présent, comme par exemple la cuisine de Kurt, qui aurait annulé les malédictions sans qu'il ne le sache. Quoi qu'il en soit, Mimiko est déjà arrivé en ville et a tissé ses toiles. Si l'ennemi tente quoi que ce soit, ils en seront immédiatement informés. En réfléchissant à cela, Yulichia croque dans un gâteau et s'émerveille de sa saveur. De plus, Lise remarque auprès de Kurt que la texture du gâteau semble différente de d'habitude, et il révèle qu'aujourd'hui, il a essayé de le préparer avec de la farine de riz. Lise s'enthousiasme toujours pour les recettes de Kurt lorsqu'il utilise du riz, comme ce porridge qu'il avait fait, et si jamais elle était de nouveau maudite, elle voudrait absolument en reprendre une portion. Flatté, Kurt se réjouit du compliment, mais précise que la jeune fille n'a désormais plus à s'inquiéter d'être maudite. Étonnée, Yulichia demande comment cela est possible, puisque le garçon lui-même avait expliqué que créer une barrière contre les malédictions serait difficile. En effet, Kurt admet qu'il ne peut pas créer de telles barrières, mais qu'il a une astuce. Dans la scène suivante, nous passons à une autre figure religieuse qui affirme qu'ils ne peuvent pas se permettre d'échouer. Un personnage sinistre face à lui acquiesce et promet de maudire la troisième princesse jusqu'à la mort. Alors qu'il manifeste son pouvoir, la toile de Mimiko s'active et alerte Ophélia. Kurt explique alors que tout le manoir dans lequel ils vivent sert de barrière qui reflète les malédictions. Par conséquent, il ne peut pas créer une autre barrière à l'intérieur, mais il a modifié légèrement ce dispositif. Peu après, un sbire de l'église de Pologne apparaît, irradiant une lueur éclatante après que sa malédiction ait disparu. Kurt précise que, plutôt que de laisser la malédiction frapper la personne, celle-ci fait simplement briller l'individu. Car s'il avait configuré un contre-attaque, il se serait senti mal pour toute personne accidentellement maudite. Immédiatement, Yulichia décide d'aller partager cette information avec Mimiko et les autres, avant d'annoncer qu'elle doit sortir un moment. Peu après, Kurt propose à Lise de l'accompagner faire des courses en ville, puisque la jeune fille n'a pas quitté l'atelier depuis leur arrivée. Après tout, même dans une cité forteresse, le marché local propose des légumes d'une grande fraîcheur. Cependant, Lise décline l'invitation, bien qu'elle ne sache pas vraiment expliquer pourquoi. Pendant ce temps, du haut du mur de la ville, un homme alerte le général Alraid que le brouillard devient de plus en plus épais. Alraid avoue à son subordonné générique qu'il a un mauvais pressentiment, même si ce dernier ne comprend pas vraiment, étant donné que les murs ont été réparés et qu'une attaque de monstres semble peu probable. De plus, il n'arrive toujours pas à croire que le général en personne ait supervisé les travaux de réparation. Le supérieur répond qu'il n'avait pas le choix, étant donné l'importance stratégique de la ville, et par crainte que des espions ennemis ne s'y infiltrent discrètement.
De retour auprès d'Ophélia, Mimiko découvre que l'homme qui avait tenté de maudire Lise est désormais mort. Probablement, ceux qui étaient responsables ont préféré l'éliminer, craignant d'être découverts par la lumière émanant de la malédiction. Yulichia s'interroge sur l'intensité de cette lueur même après la mort de l'individu, et Ophélia lui explique que Kurt a créé un réflecteur de malédiction d'une puissance telle que, s'il acceptait de coopérer pleinement avec eux, il pourrait résoudre ce problème en un clin d'œil. Cependant, Yulichia hésite à impliquer davantage le jeune garçon dans des affaires aussi périlleuses. Ainsi, Mimiko décide de reporter la suite de son enquête. Elle demande alors à Yulichia de veiller à ce que Dame Lise ne quitte pas l'atelier et charge le mage fantôme de protéger les lieux. Soudain, les femmes entendent le retentissement puissant d'une cloche. Depuis les hauteurs du mur, le général est alerté d'une attaque de monstres et ordonne aussitôt à l'équipe magique d'illuminer l'avant du château. Une fois cela fait, une vision glaçante se révèle. Une armée de squelettes armés d'épées s'avance vers les murs. Au même moment, Mimiko reçoit une alerte d'un informateur. La ville est également envahie par des femmes squelettes. Le général Olrad convoque le premier peloton pour défendre le territoire à ses côtés jusqu'au bout et ordonne à Générique d'achever l'évacuation des habitants. Cependant, Générique supplie de pouvoir se battre aussi, faisant valoir que les squelettes avancent uniquement en ligne droite et qu'en concentrant les soldats, il pourrait facilement les exterminer. Olrad, cependant, reste prudent. Et s'il existait d'autres types d'ennemis tapis en dessous? Il insiste donc pour que Générique poursuive l'évacuation. Mais avant que Générique ne puisse partir, un événement surréaliste se produit. Les squelettes, au lieu de s'arrêter devant les murs comme prévu, commencent à traverser la barrière magique. Pendant ce temps, Mimiko reçoit un nouveau message de 16 informateurs. Il semblerait que la horde de squelettes soit irrésistiblement attirée vers le mur ouest. En entendant cela, Yulichia se souvient alors que Kerchel avait mentionné que Kurt avait réparé seul les murs nord et ouest. Générique demanda ce qui avait bien pu se passer avec ce mur, et Ulred tenta de comprendre si ce gamin avait manipulé le mur d'une manière ou d'une autre. De retour avec Mar le fils, le démon lui demanda de ne pas mourir juste encore. Impatient, il révéla que la première vague avait échoué, mais pour la seconde et la troisième, il comptait utiliser le pouvoir magique de la femme pour invoquer les monstres. Marléfis eut du mal à comprendre comment un évêque de l'Église avait pu conclure un pacte avec un démon de haut rang pour tuer une princesse. Le démon commença à invoquer des squelettes en utilisant l'énergie magique de la femme, expliquant que les ruines de Lapita avaient autrefois servi à invoquer des démons, mais elles étaient aussi une zone idéale pour la production de monstres. Il semblait que Marléfis n'avait pas autant d'énergie magique que l'évêque l'avait prétendu, mais utiliser son âme comme carburant devrait suffire à compenser la différence. À cet instant, Marléfis réalisa qu'elle ne participait pas à un test. Elle avait simplement été trompée par l'Église. Le matin, Yulichia avertit Kurt que la ville était encerclée de toutes parts et qu'il ne pouvait pas appeler de renfort à cause des monstres volants qui les en empêchaient. Lies exprima sa préoccupation pour le groupe sécurisé, car ils n'étaient toujours pas revenus de leur chasse aux trolls. Yulichia réfléchit qu'en se basant sur les informations de Fantôme, les monstres venaient des ruines de Lapita, à l'ouest. Les chevaliers élaboraient une stratégie, mais devaient être prudents en raison du nombre d'ennemis. Les chevaliers avaient entendu parler d'une attaque de squelettes la nuit précédente. Alors Yulichia confirma cela, mais précisa qu'à peine les squelettes touchaient le mur, ils semblaient être purifiés, ce qui effrayait même les défenseurs du mur. Surpris, Kurt se souvint que cette purification au contact des murs était courante dans son village. En réalisant que c'était ce Guy qui avait installé cela, Yulichia craignait que les squelettes n'attaquent un mur qui ne disposerait pas de cet effet purificateur, alors elle élabora un plan pour y remédier. Elle annonça qu'elle irait nettoyer les ruines à l'ouest, mais demanda aux deux autres de rester sur place, peu importe ce qui se passerait. Kurt était désireux d'aider à nettoyer aussi, mais la guerrière expliqua que c'était trop dangereux avec tant de créatures à l'extérieur des murs, et le garçon comprit, étant un novice en combat. Générique demanda ce qui avait bien pu arriver à ce mur, et Ulred tenta de comprendre si ce garçon y avait apporté quelques modifications. Pendant ce temps, auprès de Marléfis, le démon la supplia de ne pas mourir tout de suite. Avec impatience, il révéla que la première vague avait échoué
mais qu'il prévoyait d'utiliser le pouvoir magique de la jeune femme pour invoquer des monstres lors des deuxième et troisième assauts. Marle-Fils avait du mal à comprendre comment un évêque de l'Église avait pu conclure un pacte avec un démon de haut rang pour assassiner une princesse. Le démon se mit à invoquer des squelettes en puisant dans la mana de Marle-Fils, expliquant que les ruines de Lapita avaient autrefois servi à l'invocation de démons, mais qu'elles constituaient aussi un lieu idéal pour la production de monstres. Il semblait que Marle-Fils ne possédait pas autant d'énergie magique que l'évêque l'avait prétendu, mais en utilisant son âme comme combustible, cela suffirait à compenser. À cet instant, Marle-Fils comprit qu'elle ne participait à aucun test. Elle avait simplement été trahie par l'Église. Au matin, Yulichia alerta Kurt. La ville était encerclée de toutes parts, et il était impossible d'appeler des renforts, les monstres volants bloquant toute tentative. Lys exprima son inquiétude pour le groupe d'expédition qui n'était toujours pas revenu de la chasse aux trolls. Yulichia rapporta que, selon les informations de Fantôme, les monstres provenaient des ruines de Lapita, à l'ouest. Les chevaliers préparaient une stratégie, mais devaient faire preuve d'une grande prudence face au nombre d'ennemis. Ils avaient entendu parler d'une attaque de squelettes la nuit précédente. Yulichia confirma les faits, précisant que dès qu'ils touchaient le mur, c'était comme s'ils étaient purifiés. Un spectacle qui avait même effrayé les défenseurs du mur. Surpris, Kurt se souvint que la purification au contact des murs était une chose courante dans son village. Comprenant que c'était probablement ce fameux Guy qui avait trafiqué la barrière, Yulichia craignit que les squelettes n'attaquent un mur dépourvu de cet effet purificateur, et elle élabora rapidement un plan pour prévenir cela. Elle annonça son intention de partir nettoyer les ruines à l'ouest, demandant toutefois à Kurt et Lys de ne surtout pas quitter l'atelier. Kurt, désireux d'aider, proposa son aide pour le nettoyage, mais la guerrière expliqua que c'était trop dangereux avec tant de créatures rôdant à l'extérieur. Comprenant qu'il était encore novice en combat, le jeune garçon accepta finalement de rester en retrait. Maugréant que son supérieur avait toujours été ainsi, le vice-général prépara une boisson pour eux deux, selon la tradition qui voulait qu'on partage une coupe avant de briser le récipient en guise d'adieu. Mais cette fois-ci, l'homme jeta la boisson au sol, déclarant que ce n'était pas un adieu, mais un simple « à bientôt », car tous deux survivraient et reviendraient pour remplir ses coupes du brandy préféré du général. À l'atelier, Kurt soupira tout en balayant la cour. Puis, il entra dans le manoir, méditant sur ce que le vieil homme de son village disait toujours « mettre tout son cœur dans le travail du fer est aussi une façon de réfléchir sur soi-même ». Songeant à cela, le garçon en vint à la conclusion que la lame de Lord Danzo possédait un tranchant extraordinaire. Alors qu'il s'affairait à la forge, il se demanda s'il pourrait créer une version plus petite de cette arme pour aider durant la guerre. En effet, Kurt se sentait perdu face à tout ce qu'il avait vécu. Après avoir été renvoyé, il avait été accepté par un autre groupe, mais s'était révélé inutile en combat une fois encore, et désormais, ses amis étaient de nouveau en danger. À ce moment précis, une nouvelle vague de squelettes atteignit la porte de la ville. Aux côtés du général Alred, Yulichia brandit le cristal magique et demanda à tout le monde de se couvrir les yeux au moment où elle lancerait l'objet. Sur ces mots, la femme lança la pierre en plein front d'un monstre, puis une explosion de lumière envahit l'extérieur des murailles, faisant disparaître en un instant toutes les créatures menaçant d'envahir la cité. Alred resta stupéfait devant cette arme secrète venue de l'atelier, tandis que Mimiko, posté en haut du mur, soulignait que ce cristal magique pouvait purifier démons et morts vivants d'un seul éclat. Les ennemis détruits, la porte fut ouverte, et Jeneric rassembla son bataillon pour lancer le plan, tandis qu'Alred et Yulichia se dirigeaient vers les ruines. Pendant ce temps, à l'atelier, Kurt avançait dans la forge de sa petite épée, mais le doute s'insinuait dans son esprit. Bien qu'on lui ait dit que son talent de forgeron était de rang B, l'arme qu'il façonnait lui semblait à peine digne d'un rang D. Lys ouvrit la porte et annonça que le riz était prêt, avant de demander si c'était Kurt qui avait fabriqué l'épée. Il confirma, mais avoua qu'il s'était perdu dans ses pensées et avait accidentellement infusé l'arme de mana. Lorsque la jeune fille demanda à tenir la lame, Kurt expliqua que si on la brandissait au-dessus de sa tête, elle activerait un sort. Lys, émerveillée par l'arme, reçut alors un cadeau inattendu du forgeron. Il la lui offrit, ce qui illumina son visage d'un sourire. Cependant, Kurt sentit que ce sourire était forcé,
et il commença à se demander s'il pouvait continuer à ignorer les véritables sentiments de Lise. Quoi qu'il en soit, rassemblant son courage, le garçon demanda si quelqu'un cherchait à tuer la princesse. Lise baissa la tête, attristée que Kurt ait découvert la vérité. À cet instant, Rockens confirma ses soupçons. Lady Lise avait peur. Lise admit se sentir coupable que Kurt et Yulichia soient entraînés dans tant de problèmes à cause d'elle. Bien que Kurt insiste que ce n'était pas vrai, la princesse ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter pour Yulichia, qui risquait actuellement sa vie en direction des ruines de l'Ouest. Kurt se demanda si la personne cherchant à tuer Lise se trouvait là-bas, et la jeune fille répondit qu'elle le croyait possible. Cela rappela au garçon que Yulichia devait justement nettoyer cette zone, ce qui éveilla en lui un autre souvenir, remontant à l'époque où il appartenait encore à son ancien groupe. Un jour, Kurt avait essayé de dissuader leur ancien chef d'écrire sur les ruines, mais l'homme avait insisté pour y laisser un message. Le grand Gulnova est passé par ici. Finalement, Marlifus avait électrocuté le type pour l'empêcher de commettre cette bêtise. Avec cela en tête, Rockens en conclut que les ruines étaient idéales pour ceux qui aimaient gribouiller, et que l'auteur de tout ceci devait être le célèbre scribouillard Raviski. Autrement dit, Yulichia était parti affronter Raviski. En réalisant cela, le pauvre garçon se lamenta de son incapacité à combattre pour protéger quelqu'un qui lui était précieux. Quand Lise entendit qu'elle était précieuse aux yeux du garçon qu'elle aimait, son cœur manqua de s'arrêter. Vite, Kurt ajouta que Yulichia et ses amis de Sakura comptaient aussi beaucoup pour lui, ce qui tempéra un peu l'émotion de la jeune fille. Cela mis de côté, tous deux étaient frustrés par leur impuissance, et ne pouvant plus supporter ce sentiment d'inutilité, Kurt proposa de se rendre eux-mêmes aux ruines de l'Ouest. Lise rappela que la ville était encerclée de monstres sur 8 fronts, mais Kurt suggéra qu'ils trouvent un couteau. Pendant ce temps, aux ruines, Yulichia et Alraid se retrouvèrent cernés par une horde de squelettes, et la guerrière eut un mauvais pressentiment. Alors, Lise ajuste son chapeau comme si elle s'apprêtait à faire une promenade dans le parc. Elle se souvient de ce que Kurt a dit à propos de la lame. Il lui avait expliqué que l'arme activait un sort si on la tenait dégainée au-dessus de la tête. Lise fait exactement ce qu'on lui a dit, mais rien ne se passe. Puis quelqu'un entre dans sa chambre, la prenant complètement au dépourvu. Sur le champ de bataille, Yulichia et Alraid sont presque arrivés aux ruines, mais une vague massive d'ennemis les entoure encore. Julie se dit qu'au moins, la plupart des monstres ont été attirés loin grâce à l'escouade de diversion de générique. Malgré tout, elle a vu plusieurs fois un éclair lumineux à l'horizon, ce qui lui fait penser qu'ils sont probablement à court de cristaux magiques, tout comme elle et Alraid. Au milieu de tout ça, le général encaisse ce qui semble être un coup sérieux. Yulichia se précipite pour aider, mais une nuée de créatures ailées fond sur eux, empirant encore la situation. C'est à ce moment-là que Sakura arrive enfin. Dance passe à l'action avec une attaque qui élimine une bonne partie des monstres volants. Alraid demande qui sont ces hommes, et Danzo explique que ce sont des aventuriers engagés par l'atelier. Finalement, Sina fait remarquer que les monstres viennent de la structure juste devant, et puisque la partie supérieure est détruite, ils viennent forcément de l'arrière ou du sous-sol. En entendant cela, Yulichia ordonne aux autres de fermer les yeux, puis elle plante un cristal magique dans le sol pour éliminer les ennemis. Après ça, l'équipe de Sakura ne peut s'empêcher d'être épatée par cette technologie magique. Ces gens l'utilisent d'une manière de plus en plus folle. Sina s'était promis de ne plus être choquée par ce genre de choses, mais bon, cette promesse n'a pas tenu. En parlant de surprise, Yulichia donne au général Han et à Alraid une soupe de base avec des herbes médicinales. Le type s'énerve, affirmant qu'une simple soupe ne va pas guérir sa blessure, mais tout le monde autour de lui dit de se calmer. Ils sont tous dans le même bateau. Soudain, plusieurs zombies rampent hors du bâtiment et Kanz et Danzo s'avancent, fonçant droit sur eux. Sina les suit de près, puis Yulichia et Alraid suivent le reste du groupe. Ils pénètrent dans la structure, essayant de comprendre d'où viennent ces créatures, repoussant tous les ennemis qui surgissent en chemin. Quelque part, au fond de ces ruines, Marlefis se rend compte qu'elle va mourir si ce démon continue à drainer son énergie ainsi. À travers une projection magique, le démon observe l'escouade de génériques s'avancer sur son territoire, et Marlefis remarque qu'ils utilisent des cristaux magiques.
Lorsque l'entité aperçoit Yulichia et Alraid, elle reconnaît que ces deux-là savent réellement ce qu'ils font. Ce qui est bien, au moins pour briser son ennui. En fait, elle décide d'accueillir les invités en personne. Les deux humains avancent à travers les couloirs mystérieux, jusqu'à ce que d'autres créatures surgissent du sous-sol. C'est alors qu'ils découvrent la source. Sans perdre une seconde, ils jettent un cristal magique au sol, éliminant les monstres, puis continuent vers un escalier qui mène sous le premier étage. Mais c'est à ce moment-là que le Seigneur Démon apparaît. Alraid demande si cette chose est celle qui invoque les monstres, et Yulichia confirme « Ouais, c'est le boss qu'ils doivent éliminer ». Pleine de confiance, elle charge l'ennemi principal, épée en main. Lorsqu'elle est suffisamment proche, elle lance un cristal magique à la distance parfaite pour maximiser son effet. Mais cela ne fait absolument rien. Le monstre ne bronche même pas. En fait, il se moque de la puissance phénoménale que l'humaine vient de déployer, une puissance qui aurait pu être dangereuse s'il n'avait pas une vie infinie. Alraid enchaîne avec une puissante attaque à l'épée, portant un coup solide. Mais le démon ne prend même pas la peine d'esquiver. Son corps se régénère complètement dès l'impact. Le Seigneur Démon laisse échapper un rire sinistre en voyant la panique se répandre sur les visages des humains. Pendant ce temps, Marlephis est toujours drainée sans relâche pour produire davantage de sbires pour l'entité maléfique. Elle commence à avoir du mal à respirer, et il est clair qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps. Tout ce à quoi elle peut penser, c'est briser le cercle magique dans lequel elle est piégée. Si elle parvenait à le détruire, tout s'arrêterait. Mais elle est si épuisée qu'elle peut à peine bouger. Le démon leur dit qu'il observe leur combat depuis le début et il admet qu'ils se sont bien battus. Mais ensuite, il leur montre, à travers une projection magique, à quel point l'escouade de Générique est en difficulté. Alraid comprend immédiatement que la situation n'est pas brillante de leur côté. Le démon les nargue, disant que tout le monde joue désespérément aux héros pour protéger la cité et la princesse. Mais Alraid reste inflexible. Ils sont les chevaliers de la frontière, et ils ne se soumettront jamais à un démon. Cela ne fait que convaincre le démon qu'il n'a pas invoqué suffisamment de monstres pour briser leur esprit. Alors il s'exécute, invoquant des unités encore plus puissantes. Si les chevaliers appellent des renforts maintenant, les géants du démon détruiront la porte la plus faible, ainsi que les 3 membres de l'équipe de Sakura qui gardent encore l'entrée des ruines. Furieux face à la menace, Alraid et Yulichia attaquent ensemble, tranchant la tête du démon et transperçant sa poitrine. Mais comme toujours, il laisse échapper son rire emblématique, ramasse calmement sa tête sur le sol et la replace sur son corps. Puis, avec un rictus, il promet d'anéantir tout l'ordre des chevaliers et de traîner la princesse hors de la cité, s'assurant que ces aides-là soient forcés de la regarder se faire déchiqueter sous leurs yeux. Yulichia est visiblement bouleversée par cette idée, mais Alraid la pousse à rester concentrée. Vaincre cette chose est la seule manière de mettre fin au conflit. Elle sait qu'il a raison, mais elle n'a aucune idée de comment s'y prendre. Après tout, ils l'ont déjà décapité et transpercé le cœur, et même les cristaux magiques de Kurt n'ont eu aucun effet. Le démon éclate de rire à nouveau, se nourrissant de la peur dans ses yeux, et la met au défi d'abandonner et de sombrer complètement dans le désespoir. Plus bas, Marlephis semble prête à céder. Elle se dit que tout est fini. Elle ne peut pas briser le cercle magique, et sa faim a atteint sa limite. Si seulement elle pouvait manger quelque chose, peut-être un plat préparé par Kurt, les choses ne sembleraient peut-être pas aussi désespérées. Soudain, elle entend la voix de Kurt. Au début, elle pense qu'elle hallucine, mais cela ressemble vraiment à la voix du garçon, en train de parler à quelqu'un, cherchant où creuser. Cependant, un trou s'ouvre soudain dans le sol, après que le garçon a fini par creuser dans la 9e direction qu'il avait évoquée comme possible sortie. Il sursaute en voyant Marlephis dans cet état, et la femme, en retour, est stupéfaite de découvrir que se tient là nulle autre que la 3e princesse, Lise. La vue de la princesse la pousse aussitôt à croire que Kurt a déjà compris son implication dans le complot visant à exécuter la princesse et qu'il a amené Lise ici pour qu'elle y renonce. Lise demande alors à Kurt s'il connaît cette femme et il explique qu'elle faisait autrefois partie d'un groupe envers lequel il éprouve une grande gratitude. Marlephis le corrige, ex-membre. Elle insiste, disant qu'elle a été expulsée de l'église de Pologne par l'évêque Tristan.
C'est à ce moment-là que Kurt réalise qu'il n'avait aucune idée de son implication dans la traque de la princesse. Au contraire, il pensait qu'elle s'était juste mise à griffonner des absurdités par colère d'avoir été bannie de l'église, comme le faisait toujours ce bon vieux Rabiski. Même si ces raisons étaient discutables, Lise ne pouvait s'empêcher d'être touchée par l'inquiétude du garçon pour sa sécurité, tandis que l'ex-prêtresse devenait de plus en plus confuse face à ce qui se passait. Quand Kurt demanda où était Yulichia, Marlefice devina qu'il parlait des aventuriers qu'elle avait vus dans la projection magique du Seigneur Démon et répondit qu'il se trouvait à l'étage au-dessus. Sans hésiter, Kurt déclara qu'il allait rejoindre son ami. Mais Lise l'arrêta et insista pour y aller à sa place. Elle lui dit de rester en arrière et d'effacer les inscriptions sous Marlefice, puisque l'épée qu'elle avait reçue suffirait à la protéger. Et juste comme ça, malgré un raisonnement pas franchement convaincant, Lise réussit à convaincre le garçon de la laisser s'aventurer seule dans ce sombre donjon. Même si elle était la cible principale de toute cette guerre, Kurt n'avait toujours aucune idée de ce qui se passait réellement. Pour lui, il était juste venu faire un peu de ménage. Après tout, Yulichia avait bien dit que la mission consistait à ranger un peu. Marlefice, bien qu'au bord de la mort, était certaine d'être encore mieux lotie que cette princesse. Quoi qu'il en soit, Kurt se prépara à effectuer l'une de ses spécialités, le nettoyage. La femme n'en revenait pas de voir un imbécile croire qu'il pouvait effacer un cercle magique avec une serpillière, mais elle le regarda, incrédule, le faire exactement, comme si les runes n'étaient que des couches de crasse sur un sol. Un étage plus haut, après plusieurs tentatives, Yulichia et Alraid remarquèrent que le démon avait esquivé l'une de leurs attaques, ce qui les amena à suspecter que, pour une raison inconnue, il ne se régénérait plus. Yulichia sortit un cristal magique pour voir ce qui se passerait, mais le monstre le frappa au sol avant qu'elle ne puisse l'utiliser. À partir de ce moment, il comprit que la récréation était terminée. En plein milieu de tout ça, la princesse Lise apparut, débarquant dans la scène et saluant Yulichia comme si elle s'était donné rendez-vous au centre commercial. Sans perdre une seule seconde, le démon lança un projectile magique droit dans la poitrine de la jeune fille. Yulichia n'eut pas le temps de réagir. Alors qu'elle s'effondrait, le démon éclata de son rire le plus fort et le plus triomphant. Son pacte était enfin accompli. Mais le corps de Lise se dissipa alors, se transformant en papillon rose lumineux. À sa place, la véritable princesse réapparut derrière le groupe. L'expression du démon se figea. Il venait de se faire berner par une simple illusion. Et pourtant, les copies avaient dit « la chaleur ». Tout avait semblé exactement comme la véritable jeune fille. Lise expliqua que c'était grâce à son épée de confusion, forgée dans son atelier Meister et nommée Astérisque Papillon Astérisque. Le démon tenta d'attaquer à nouveau, mais, une fois de plus, ce n'était qu'un leurre qui se dissipa instantanément. Une autre liselotte apparut, cette fois près du cristal que Yulichia avait laissé tomber, et le brisa, mettant un terme définitif au seigneur démon. Plus bas, en entendant le dernier hurlement de la créature, Marlefice comprit que c'était terminé, et qu'avec lui, toutes les créatures invoquées disparaîtraient également. En effet, partout où les humains livraient bataille autour des ruines, les monstres convoqués par le Seigneur des Ténèbres s'évanouirent sans laisser de traces. En voyant cela, Ophélia envoya un message télépathique à Mimiko. Mission accomplie. Malgré le rôle central de la princesse dans la victoire, Yuli la réprimanda pour avoir quitté l'atelier. Lise admit qu'elle ne pouvait tout simplement pas rester là sans rien faire pendant que tout le monde risquait sa vie pour elle. Cela dit, Yulichia marqua une pause, puis reconnut que c'était justement grâce à cette fille qu'ils s'en étaient tous sortis vivants. De même, le général Alraid s'inclina devant son Altesse, déclarant qu'aucun d'eux n'aurait survécu sans son aide. La princesse, à son tour, leur demanda de ne pas faire preuve de tant de modestie. Leurs blessures parlaient d'elles-mêmes quant à la violence du combat. C'était à elle de leur exprimer sa gratitude pour avoir protégé la cité et sa princesse. En signe de reconnaissance, elle promit de récompenser ses alliés. Naturellement, Alraid n'allait pas refuser une bonne boisson à partager avec ses troupes. Et après tout ça, l'estomac de Marlefice se mit à grogner, encore plus fort maintenant qu'elle avait été sauvée. Même si le cercle magique avait disparu, la malédiction persistait encore, et elle était convaincue d'être morte de faim. Kurt lui donna un peu de nourriture, et bien qu'elle craignît de la vomir à cause de la malédiction,
Elle n'eut pas le cœur de rejeter le dernier onigiri du garçon. Le goût était divin. Pendant un court instant, l'ancienne prêtresse crut qu'elle était morte et montée au paradis. À sa grande surprise, elle ne se sentit pas malade du tout. En réalité, la nourriture avait purifié sa malédiction. C'est alors qu'elle comprit que le groupe de la astérisque flamme du dragon rugissant astérisque était allé aussi loin grâce à la cuisine extraordinaire de ce garçon. Elle s'effondra, reconnaissant enfin sa valeur, et s'excusa en larmes. Kurt, bien sûr, pensa simplement qu'elle était désolée d'avoir gribouillé partout sur le bâtiment. À ce moment-là, Yulichia arriva avec Lise, tout comme les esprits, prêts à arrêter la célèbre graffeuse à l'origine de tout ce chaos, Mar le fils. Kurt lui promit d'apporter son pain au raisin préféré en prison, espérant qu'elle réfléchirait à ses crimes. La femme, qui avait bêtement cru que le garçon prendrait sa défense, le détesta à nouveau de tout son cœur alors qu'on l'emmenait. En regardant Kurt et Lise discuter innocemment de comment ils allaient, Yulichia, la chef des aventuriers, n'arrivait pas à croire que ces deux-là avaient été ceux qui l'avaient sauvée. Au final, elle prit le bras de Kurt, tout comme Lise, pour que les trois puissent rentrer ensemble. Et pour la première fois, Kurt ressentit une joie qu'il n'avait jamais connue auparavant. La joie d'avoir des gens avec qui rentrer, un endroit qu'il pouvait enfin appeler chez lui. De retour en ville, les guerriers furent accueillis par un festin somptueux en l'honneur de leur victoire. Kurt, les observant avec de grands yeux, ne pouvait s'empêcher de penser qu'on les forçait à manger. Tout le monde dévorait la nourriture comme si leur vie en dépendait. Avec sa façon de penser innocente et un peu à côté de la plaque, il se demanda s'il n'aurait pas dû préparer autre chose. Mais Alraid le remit vite à sa place. Il ne souffrait pas. Il n'arrivait simplement pas à s'arrêter de manger parce que c'était astérisque, trop bon astérisque. En parlant du général, Lise présenta enfin Kurt à son fidèle officier, Alraid. Le garçon fut stupéfait. Pendant tout ce temps, il pensait que ce type n'était que le contremaître du chantier de construction du mur auquel il avait participé. Alraid lui demanda ce qu'il avait pensé de la ville, et le gamin s'illumina, disant qu'il avait adoré la gentillesse des gens et que les légumes étaient absolument délicieux. Il en conclut que cela devait beaucoup au bon leadership d'Alraid. Mais avant que le général ne puisse trop se flatter, Générique intervint pour rétablir la vérité. Alraid était en fait astérisque, horrible astérisque en gestion. Alraid répondit par un coup de coude bien placé dans le ventre de son vice, puis admit avec gêne que le margrave Tekwon compensait souvent ses lacunes. À cet instant, des feux d'artifice éclatèrent dans le ciel, éblouissant la foule de guerriers. Kurt déclara fièrement qu'il les avait fabriqués lui-même, espérant que tout le monde apprécierait le spectacle. Alors qu'ils admiraient les lumières, Alraid et Générique réalisèrent quelque chose d'étrange. Leurs blessures avaient complètement disparu. Kurt haussa les épaules, expliquant que c'était normal quand on mangeait bien. Les officiers échangèrent un regard et lui dirent que non. Ce n'était astérisque clairement pas astérisque normal, mais Kurt semblait totalement à l'ouest par rapport à ceux qu'ils insinuaient. Pendant ce temps, dans une chambre lointaine, enchaînée par de lourdes chaînes et un cercle magique lumineux, une jeune fille observait l'approche du margrave Taekwon. Elle le salua calmement, l'appelant par son nom. Puis, on voit un jeune Kurt courir joyeusement sur les chemins poussiéreux d'un endroit magnifique et réconfortant. Il court jusqu'à la fille d'un marchand itinérant. La fille ne prêtait pas la moindre attention à sa présence, mais Kurt continuait d'essayer d'engager la conversation, en complimentant ses cornes ou en commentant la météo comme un chauffeur de covoiturage. Et pourtant, rien de ce qu'il disait n'attirait son attention, au point où le garçon était presque en larmes. C'est alors que Mimiko révéla que son père lui avait dit de ne pas parler aux gens du village de Hast, en disant qu'ils étaient un peu bizarres. Mais elle finit tout de même par se présenter sous le nom d'Hildegard, qu'elle le veuille ou non. Les deux finirent par devenir amis cet agréable après-midi-là. Transportés ensemble par un golem, Kurt annonça avec excitation qu'ils étaient presque arrivés à l'endroit où poussaient des fleurs aux couleurs de l'arc-en-ciel, et la fille avait hâte d'y être. Lorsqu'ils y arrivèrent enfin, Hildegard fut immédiatement attirée par des fruits près de la lisière de la forêt. Elle ne put résister. Elle devait y goûter. Mais dès qu'elle le fit, son corps réagit et elle s'effondra sur le champ. Au moment où Kurt comprit qu'elle avait mangé les baies violettes toxiques, il se lança dans l'action pour préparer une panacée et un antidote,
ramassant quelques fleurs arc-en-ciel et les mélangeant à d'autres ingrédients. Kurt prépara le remède, en mit un peu dans sa bouche, puis se pencha pour le transmettre à Hildegard. Et juste à ce moment-là, Yulichia le réveilla de son rêve. Encore confus, Kurt se rappela que cela s'était réellement passé il y a 10 ans. Alors que la calèche avançait, Yulichia mentionna qu'ils étaient presque arrivés au village qui avait demandé de l'aide. Une fois arrivés, un villageois l'informa de la grave pénurie d'eau que subissait la population. À ce rythme, les récoltes allaient se dessécher en un rien de temps. En observant la carte régionale, elle remarqua une grande réserve d'eau dans un village voisin, ainsi que des ruisseaux qui reliaient les deux endroits. Mais l'homme expliqua qu'ils avaient déjà tenté de négocier avec leurs voisins à de nombreuses reprises, sans succès. C'est pourquoi ils avaient fini par faire appel aux représentants de l'Étlier. Après la réunion, Yulichia retourna vers le groupe, mais seul Danzo était présent. Il expliqua que les autres étaient montés sur la colline pour aider le vieil homme qui s'occupait des oiseaux. Son dos le faisait souffrir, et ils avaient proposé leur aide pendant que Yulichia était en discussion. Alors, elle enfourcha son cheval et annonça qu'elle se rendait directement au village voisin pour négocier l'approvisionnement en eau. Cependant, une fois arrivée, la réalité était bien loin de ce qu'elle avait imaginé. Une femme âgée vivant là-bas était tout aussi désespérée. Leur réserve d'eau était elle aussi presque épuisée. Et pour aggraver les choses, 2 hommes accoururent pour informer le chef du village qu'un événement grave se produisait sur la colline. Lorsqu'elle s'y rendit, Yulichia fut stupéfaite de voir à la fois Kans et Sina, ainsi qu'un lac. Après tout, le problème principal était une pénurie d'eau. Et pourtant, voici un véritable plan d'eau, parfaitement formé et prêt à être utilisé. Les 2 aventuriers étaient eux aussi sans voix. Ce lac n'était pas là il y a peu de temps. Soudain, Kurt arriva en courant, faisant signe à Yulichia, et à cet instant, elle comprit tout. D'après ce qu'elle avait entendu, il était censé aider avec les oiseaux. Il expliqua que les oiseaux aquatiques semblaient assoiffés, alors il avait puisé dans une source voisine. Au milieu de tout cela, les chefs des villages arrivèrent et s'agenouillèrent devant ce qui ne pouvait être qualifié que de miracle. Un miracle qui, littéralement, leur avait sauvé la vie. Émus jusqu'aux larmes, ils tentaient de comprendre ce qui s'était passé. Yulichia, un peu gênée, tenta de donner une explication, bien qu'elle ne soit pas totalement sûre elle-même. Pendant ce temps, Kurt était stupéfait d'apprendre que, d'une manière ou d'une autre, son ami avait réussi à résoudre toute la crise, juste comme ça. Sur le chemin du retour, l'équipe d'expédition des Huilliers transportait un panier rempli de divers œufs, des cadeaux offerts par les villageois reconnaissants. Kurt ne pouvait s'empêcher de penser à l'omelette qu'il allait préparer pour le dîner. Il demanda si Lys était toujours absente, et Eulie répondit qu'elle était partie remettre un rapport sur l'attaque de monstres de l'autre jour. Elle était allée parler au seigneur Tacon. En parlant de lui, le margrave Tacon offrit à la 3e princesse une gorgée d'une boisson spéciale et lui demanda son avis. Elle répondit qu'elle l'aimait bien. Puis, il proposa la même boisson au général Alred, qui le remercia de l'honneur d'être assis à une table aussi raffinée, bien qu'il ne soit qu'un vieux soldat rustre. Le margrave déclara qu'il était honoré par la visite personnelle de la princesse, bien qu'elle ait précisé qu'elle n'était pas là en tant que membre de la royauté, mais comme représentante des Huillier Meister. Cela dit, en son fort intérieur, elle remarqua que le margrave détenait une autorité équivalente à celle d'un duc, bien qu'en pratique, il s'appuyait fortement sur d'autres pour le financement public. Il avait des liens avec la famille royale et l'empire Gurmaku, et il était clair qu'il essayait de gagner la faveur de Lys afin de renforcer son emprise sur le pouvoir. Un serpent rusé, dans la plus pure tradition. Le margrave déclara qu'il avait entendu des histoires sur le groupe de Lys, utilisant des pierres magiques capables d'anéantir des monstres sur un rayon de 500 000. Lys comprit aussitôt qu'il tentait d'obtenir des informations sur l'atelier Meister et choisit soigneusement ces mots. Elle affirma fermement que ce n'était rien d'autre qu'une rumeur. Voyant qu'il n'en tirerait rien, le noble changea de sujet, faisant remarquer que la ville n'avait toujours pas de nom. Les margraves savaient qu'il était d'usage que le vice-roi nouvellement nommé baptise la ville, ce qui expliquait pourquoi celle-ci restait sans nom. À ce moment-là, tous 2 froncèrent les sourcils, comme engagés dans un duel verbal. Le margrave admit qu'il avait du mal à choisir un vice-roi, puisque la ville frontalière se trouvait la plus proche des terres démoniaques de son territoire. Un poste dangereux.
C'est pourquoi il envisageait de nommer le soi-disant atelier Meister, dont Lise ne cessait de parler. Mais Lise comprit aussitôt la manœuvre. Ce n'était qu'un stratagème pour dévoiler l'identité du Meister. Elle répondit qu'elle ne pouvait pas prendre une décision aussi importante seule. Le margrave trouva cela étrange, puisqu'elle s'était présentée comme la représentante de l'atelier Meister et devait, en théorie, avoir l'autorité d'agir. Pris de court, Liselotte réalisa qu'elle avait fait une erreur. Le margrave insista, soulignant que le Meister avait sauvé d'innombrables chevaliers lors de la dernière bataille et que personne ne s'opposerait à sa nomination en tant que vice-roi. Lise regretta de ne pas avoir parlé plus tôt à Ulraed au sujet de Kurt. À présent, tout ce qu'elle pouvait faire, c'était prier en silence pour que le général ne laisse rien échapper. Et sur ce, Ulraed frappa la table du poing et jura que ces hommes accepteraient avec joie l'atelier Meister comme nouveau vice-roi, plongeant Lise dans la panique. Le margrave remarqua son malaise et lui demanda si elle doutait de la capacité de ce Meister à assumer un rôle aussi crucial. Rien que la suggestion que Kurt puisse ne pas être à la hauteur l'irrita au point qu'elle répliqua comme une adolescente défendant farouchement son idole préférée. Réalisant qu'elle avait dépassé les bornes, Lise se tut aussitôt. Mais il était trop tard. Le margrave Takon avait gagné ce duel verbal et, juste après, annonça que le nouveau vice-roi avait été choisi. Encore secouée par sa bévue, Lise courut annoncer la nouvelle à Yulichia. Les aventuriers suggérèrent de placer quelqu'un de Sakura en tant que remplaçant temporaire de l'Eitlermeister pour protéger Kurt. Mais Lise secoua la tête. Aucun d'eux n'avait l'expertise requise, et tous les chevaliers savaient déjà qui ils étaient. Au final, la princesse déclara fermement que personne ne pourrait jamais remplacer son maître bien-aimé Kurt, le plus grand chevalier ayant jamais vécu. En parlant de cela, Yulichia annonça que son bien-aimé était désormais entièrement concentré sur l'éducation de son enfant. Cette révélation plongea Lise dans une panique totale, exigeant de savoir qui était la mère et si elle pouvait adopter le bébé. Yulichia haussa un sourcil. C'était un peu exagéré. Mais Lise insista en disant qu'elle pouvait obtenir à peu près tout ce qu'elle voulait. Après tout, elle était la 3e princesse. À ce moment-là, Yulichia soupira et révéla que c'était une blague. L'un des œufs d'oiseaux aquatiques était sur le point d'éclore, et Kurt se préparait à élever le poussin. Pendant ce temps, ailleurs, Mimiko gémissait en disant qu'elle était pratiquement au bord de la mort. Ophélia ajouta que la fille avait déjà l'air morte. Son masque facial avait séché et durci. Mimiko se plaignit que ces rapports compliqués ne cessaient de s'accumuler. Puis Ophélia mentionna, comme si de rien n'était, qu'elle avait entendu dire que l'évêque Tristan avait été retrouvé mort dans la cathédrale de l'église de Pologne. Mimiko supposa qu'il avait été assassiné en guise de punition pour avoir invoqué ce seigneur démoniaque après avoir vendu son âme. Sur ce, elle demanda à Ophélia si c'était elle qui avait tué Marliffus. Ophélia répondit que non. Kurt voulait encore revoir son ancien compagnon. Changeant de sujet, les deux soupirèrent en apprenant que Kurt allait être nommé vice-roi d'une ville frontalière. Et comme si cela ne suffisait pas, le mage royal venait d'apprendre que l'un des œufs que Kurt avait reçus était sur le point d'éclore. À cet instant précis, Kurt se tenait devant ses compagnons et leur présenta sa nouvelle fille, une petite fille qui lui ressemblait trait pour trait, jusqu'à la couleur des cheveux et des yeux. Après le choc initial, Eulicia tenta de comprendre comment une fillette de 3 ans pouvait bien être sortie d'un œuf d'oiseau. Kurt, quant à lui, n'avait pas l'air le moins du monde perturbé. Et puis, l'enfant l'appela papa, ce qui ne fit qu'ajouter à la confusion. Comme les humains ne sortent pas d'eux, Yulichia tenta de lui faire entendre raison. Cette soi-disant fille était probablement une sorte de monstre imitant son apparence pour baisser sa garde et gagner son affection. Autrement dit, elle pourrait les tuer tous à tout moment. Alors, elle dit à Kurt qu'il devait l'abandonner. Il demanda ce qu'il adviendrait de la petite fille s'il le faisait. Yulichia hésita, puis admit qu'elle n'aurait pas d'autre choix que de la tuer. Prenant la fillette dans ses bras, elle se prépara à le faire, mais Kurt la supplia de le laisser s'occuper d'elle. Il était certain qu'une créature aussi innocente ne pouvait pas être capable de faire du mal à qui que ce soit. Yulichia lutta contre l'envie de compatir. Elle devait protéger Lise et Kurt, quoi qu'il en coûte. Mais alors, la petite fille posa doucement ses mains sur le visage de Yulichia et l'appela « maman ».
À cet instant, Yulichia s'imagina mariée à Kurt, élevant cet enfant comme si elle était véritablement sa fille. Lise intervint immédiatement, affirmant que la fillette n'était pas la fille de Yulichia, puis la lui arracha des bras. Mais l'enfant l'appela elle aussi maman. Sous le choc, la princesse la lâcha par accident et Sina se précipita juste à temps pour la rattraper. Cette fois, la petite appela l'éclaireuse « grande sœur ». Ce fut l'explosion. Yulichia et Lise se disputaient désormais pour savoir qui était la véritable mère du monstre. Les amis durent intervenir, promettant que Sakuta s'occuperait du bébé. Le reste du groupe soutint cette décision. Sina rendit l'enfant à Kurt, et désormais, la seule approbation manquante était celle de la chef des aventuriers elle-même. Tous les regards se tournèrent vers Yulichia. Elle resta figée, incertaine de quoi dire, puis admit finalement qu'elle n'arrivait pas à dire. Avec tout le monde d'accord, le groupe essaya de trouver un nom. Comme elle était convaincue que la fillette était sa fille, Lise proposa « Kuriellae ». Yulichia ne fut pas impressionnée par l'audace de la princesse. Kans rappela à tout le monde que la petite avait aussi appelé Yulichia, maman. Alors Yulichia proposa Eusili, un nom qui contenait celui de Lise à l'intérieur. Lise fit remarquer que sa part dans le nom était bien trop petite et répliqua avec Kulyu, inversant l'accent pour qu'il soit sur elle plutôt que sur Yulichia. Naturellement, cela tourna à un affrontement d'ego en bonne et due forme entre les deux. Mais dès que la petite vit ses mamans se disputer, elle devint triste et demanda un câlin. Immédiatement, les deux femmes coururent pour la réconforter, mettant leur dispute de côté le temps de s'excuser mutuellement. En observant la scène, Kurt nota que le bébé semblait calmer tout le monde, ou du moins les manipuler à la perfection. Finalement, il proposa de l'appeler Akuri, un mot qui signifiait « bord » dans la langue de la civilisation Laplace, mais aussi « zone ». Dans son esprit, Akuri représentait le lien entre tous les adultes autour d'elle, un point de connexion. Les deux mamans furent d'accord, et ainsi, la petite fut officiellement nommée Akuri. Elle semblait aimer ce nom, elle aussi. Plus tard dans la nuit, pour quelqu'un qui voulait tuer la fillette quelques heures plus tôt, Yulichia semblait étonnamment à l'aise en dormant avec elle dans les bras. Mais elle attendait seulement. Un agent spécial arriva discrètement, lui remettant une enveloppe contenant des échantillons de cheveux et de salive d'Akuri. Elle devait être transmise à Mimiko pour découvrir quel genre de créature était réellement ce petit monstre. Le lendemain, Kurt avait déjà construit une magnifique chambre pour sa fille. Elle était remplie de grands jouets complexes, mais n'avait pas de fenêtres, et des plaques de mithril tapissaient les murs, comme le fit remarquer Yulichia. En résumé, c'était à la fois le paradis et la prison d'Akuri. Yulichia regretta d'avoir demandé au garçon de construire une pièce pareille, mais tant qu'il n'avait pas de nouvelles de Mimiko, il ne pouvait se permettre aucun risque. Lai, par exemple, avait l'interdiction formelle d'entrer en contact avec l'enfant. C'était une mesure de précaution pour protéger la princesse jusqu'à ce que ses véritables origines puissent être confirmées. En attendant, Sina ferait partie de celles qui s'occuperaient de la petite, comme l'avaient proposé les membres du groupe Sakura. Akuri appela Kurt et Yulichia, leur demandant de jouer, mais son père lui expliqua doucement qu'il devait maintenant travailler et qu'elle devait écouter sa grande sœur Sina jusqu'à leur retour. Alors que les deux prenaient la route en calèche, Yulichia n'avait qu'une envie, terminer leur mission au plus vite pour pouvoir revenir auprès d'Akuri. Hawkins se réjouit de l'entendre. C'était exactement ce qu'il pensait aussi. Soudain, ils entendirent la voix de l'enfant, claire et distincte, venant de l'intérieur du véhicule. Ils s'arrêtèrent immédiatement pour découvrir Akuri assise là, sans la moindre gêne. Elle sauta dans les bras de Kurt, qui comprit alors qu'il devait y avoir un défaut dans la conception de sa chambre. C'est à ce moment qu'un des agents de Yulichia arriva pour signaler l'approche de quelqu'un. Comme ces personnes devaient probablement passer par la ville, elle envisagea de leur confier un message à livrer. Tandis que Yulichia descendait donner des instructions à son subordonné, Kurt resta en arrière, pensif. Elle avait seulement éloigné Akuri pour protéger tout le monde. Mais comme toujours, il n'avait pensé qu'à lui-même. Il ne voyait que ce qu'il voulait, sans réfléchir aux conséquences. Et si Akuri était bel et bien un monstre dangereux, alors ses amis pouvaient aussi être en danger. Yulichia revint bientôt et le rassura. Personne ne s'était trompé sur cet enfant. Nul ne savait où cette histoire allait les mener, mais chacun devait faire de son mieux pour qu'elle ait une fin heureuse.
En entendant cela, Kurt se dit qu'il devait vraiment commencer à penser à l'avenir, mais lentement, un jour après l'autre. Dans la scène suivante, la personne qu'ils attendèrent depuis si longtemps fit enfin son apparition. C'était un vieil homme qui prit Yulichia pour la servante de Kurt et imagina ce dernier en héros errant, destiné à vaincre le roi démon et à sauver le monde. Kurt et Akuri jouèrent le jeu et lui promirent d'accomplir cette mission, tandis que Yulichia restait là, complètement déconcertée par ce que racontait ce vieux fou.